Léo, tu es le fondateur de l'application Biblioscan. Est-ce que C'est tu ça. peux nous dire en quoi consiste ce que tu as créé? Alors, en quoi consiste ce que j'ai créé, c'est que vous avez des étagères de livres, et dans ces étagères de livres, il y a potentiellement des livres qui ont de la valeur. Et l'idée, c'est au lieu de faire le travail humain, d'aller scanner chaque livre à la main, prendre un livre, scanner, le reposer, etc. Là, ce que l'appli propose, c'est vous prenez une photo d'une étagère, de plusieurs étagères, et d'un coup, après, l'IA vous ressort les meilleurs livres. Vous n'avez plus qu'à regarder les premiers, les quelques premiers sur même des milliers de livres. Vous regardez les 10-20 premiers, et là, vous avez déjà fait le plus gros du travail, et vous avez les meilleurs livres qui sont là-dedans, quoi. Ok. Donc, comment toi tu te décrirais maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement en fait? Concrètement, moi, le plus gros de mon boulot, c'est d'aller dans les Emmaüs, les bouquinistes, les ressourceries, de prendre des photos de bibliothèque. Voilà, c'est surtout de prendre des photos de bibliothèque, après d'analyser les résultats donnés par l'IA, et de sélectionner, par rapport au prix auquel il est vendu en boutique, les livres qui seraient très intéressants à revendre sur Internet. Souvent, c'est du 5, du x5, x10, même des fois beaucoup plus, mais des fois, du coup, c'est souvent des livres entre 50, 100 euros, des fois 20 euros, 25, mais il y a beaucoup de livres entre 50 et 100 euros, quoi. D'accord, donc toi tu revends uniquement en ligne, c'est ça? Tu achètes tous les livres en physique, donc tu as listé les Emmaüs ou en gros peu importe où on peut trouver des livres d'occasion, et ensuite tu les revends en ligne, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça en ligne, ça peut être. La majorité de mon chiffre d'affaires, c'est Amazon. C'est Amazon, ça peut être Le Bon Coin, ça peut être Vinted pour d'autres gens. Mais en tout cas, c'est en ligne, c'est 100% en ligne. La vente, l'achat se fait en physique et la vente se fait 100% en ligne. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 10 ans avec à peu près plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Du coup, je suis à plus de presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Et voilà, enfin, je kiffe toujours ça depuis 10 ans, en tout cas. D'accord, très bien. Et justement, donc ça fait quoi? Si tu te fais à peu près 10 000 € en moyenne par mois de chiffre d'affaires, quel est le secret pour arriver à des chiffres comme ça? Bah, il y a pas vraiment un seul secret. Je dirais que c'est plein de petits trucs et aussi d'un peu de juger, de réflexion un petit peu. Il y a des fois, genre, je sais pas si un livre est à 1 euro, à partir de combien c'est intéressant de l'acheter. Pour le revendre, par exemple, si le livre est à 13 euros sur Internet, je trouve ça un peu moyen. Moi, j'aime bien au minimum, si un livre, j'achète 1 euro, qui se revend au moins 15 euros sur Internet, sur Amazon. J'ai un peu des petits traits comme ça. Si un livre, il se vend en 25 sur Internet, que je l'achète maximum 5-6 euros dans le bouquiniste. Ouais. Si un livre comme ça, il se vend 50 euros, je paye 10 euros max. Et c'est souvent plein de petites règles après sur l'état du livre, sur en fait, est-ce que le livre va être stable dans le temps par rapport à son prix, est-ce que la valeur du livre va rester dans le temps, ou plutôt est-ce que c'est un roman ou un truc plutôt temporaire, saisonnier. Ça arrive, je sais pas s'il y a un truc qui se vend surtout à Noël, genre une histoire d'un Père Noël, bah, si vous l'achetez après Noël, vous avez peu de chances de le vendre, quoi. Alors que si vous l'achetez vers octobre à ce moment-là, oui, vous avez de grandes chances de le vendre. Ça se voit aux données, mais il faut aussi avoir pensé dans sa tête cette cyclicité de la demande aussi, qui est importante. Très bien. Je voulais revenir sur tes origines. Tu dis que ça fait 10 ans que tu fais ça. Comment t'es tombé là-dedans? Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que c'était une stratégie? Ouais, bah je cherchais des business, je regardais des vidéos américains. Juste, je regardais des mecs comme Gary Vaynerchuk, des entrepreneurs comme Rizzy Rissel, qui par exemple est un mec qui était spécialisé, un YouTuber qui est spécialisé dans les livres d'occasion. Et du coup, j'ai vu ces vidéos-là et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que de base, j'avais testé de faire de l'achat-revente sur eBay de vêtements. Il n'y avait pas encore Vinted à l'époque, ce qui n'était pas du tout la même époque que maintenant. Et du coup, petit à petit, bah, je voyais que les vêtements, ça me plaisait pas trop, c'était très fastidieux. Prendre des photos, aller trouver le truc qui correspond en ligne, etc. Parce que du coup, vous devez être dans le magasin, regarder sur chaque vêtement, est-ce que ce vêtement-là vaut de l'argent en ligne? Et après, derrière, le vendre, négocier avec le client potentiel à la fin, ah, c'était fastidieux. Alors que les livres, il y a un aspect plus frontal où juste, en fait, vous avez un livre avec globalement, même l'état du livre peut être pas terrible et globalement, la valeur du livre reste la même parce qu'il y a une demande forte sur un livre, par exemple. Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est par des vidéos et par la recherche de business, comme plein de gens, que je suis tombé là-dessus, quoi. D'accord, donc j'allais te poser la question, pourquoi les livres et pas autre chose? Tu dis qu'en fait les livres sont des biens à qui on n'apporte pas trop d'importance sur l'état, dans les milieux raisonnables bien sûr, Par rapport à contrairement d'autres aux objets, oui. vêtements. Ouais, par rapport à d'autres objets, c'est vraiment bon. Vous pouvez avoir un livre dans un état acceptable qui est un peu horrible, et juste s'il y a vraiment quelqu'un qui le cherche en ce moment, ce livre sur internet, bah, il sera prêt à payer au moins, je sais pas, 60% du prix habituel s'il est en très bon état le livre, parce que juste il y a des gens, en fait, oui, ils veulent collectionner le livre, mais des gens, ils veulent vraiment lire le livre,
et une fois, et voilà quoi. Ils n'ont pas besoin de le garder toute la vie. Du coup, ils sont moins consciencieux sur l'état, ils mettent moins d'importance sur l'état, et du coup, c'est beaucoup moins important qu'un vêtement qui a une tache, un Bien vêtement qui sûr. a un truc déchiré, ou qui a un truc qui est pas terrible quoi. Justement, quand on compare aux vêtements, en général, un vêtement, je sais pas moi, un vêtement neuf, ça peut coûter 60 euros et on les trouve sur Vinted à 20-30 euros. Les livres neufs, c'est plutôt aux alentours de 15 à 50 euros pour les beaux livres. Toi, tu vends des livres plus chers que les livres neufs, alors même qu'ils sont d'occasion, c'est ça? Ouais, ouais, ça arrive parce que en fait, la demande ne suit pas forcément l'offre. Et une fois que le livre est épuisé, là, c'est le libre marché, le marché qui décide du prix d'un livre parce que, bah, à un moment, le livre il y a une certaine quantité de livres qui a été produit. Et maintenant, on produit plus ce livre. Bien Et sûr. maintenant, il y a une demande qui fluctue. Des fois, elle est haute, des fois, elle est basse. Et des fois, il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre qu'il y a du livre parce que l'éditeur le produit plus depuis un moment. Et du coup, c'est juste le marché qui décide. Bah, des fois, il va dire, bah, ce livre-là, c'est 4 fois plus cher que quand il se vendait neuf parce qu'il y a encore une demande, il y a encore des gens qui veulent absolument ce livre. Et c'est impossible de l'avoir autrement que l'occasion, quoi. C'est ça, en fait, qui fait que la valeur d'un livre peut augmenter de fou d'un coup comme ça, quoi. Justement, tu parles du marché, c'est une entité qui est un petit peu abstraite. Comment concrètement tu fais pour savoir, ah tiens, le marché est prêt à mettre 80 euros dans ce livre-là? Pourquoi 80? Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 120? Ouais, bah, c'est une bonne question. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'en fait, on peut deviner, en fait, les prix historiques, parce que, en fait, il y a Amazon qui ont des données libres, qui ont certaines données libres, ou d'autres services ont des données libres, et du coup, on peut savoir, en fait, le livre, il se vendait combien, il y a combien de temps, et on peut avoir les données historiques de plein de ventes. Je sais pas, c'est comme si vous avez sur Vinted, vous connaissez toutes les ventes de vos concurrents. Imaginons que vous avez un catalogue de savoir toutes les ventes de vos concurrents sur n'importe quel vêtement que vous regardez en ce moment. Du coup, ça vous permet de savoir, d'avoir une forte connaissance sur à quel point le marché, il est dans quel état sur ce livre-là. Et du coup, ça permet comme ça d'être serein et de sentir que ouais, ce livre-là, même si bah, ils se vendaient 50 euros dernièrement, je vais pouvoir au moins facilement le vendre 40. Et voilà, c'est comme ça sur tous les livres, on peut deviner comme ça très facilement la valeur actuelle quoi, grâce à ça. Ok. Justement, toujours en termes de valeur, tout à l'heure tu donnais des espèces de coefficients, tu dis j'achète un livre 1 euro si je le revends 15, 10 si je le revends 50. Est-ce que tu as les chiffres, tu penses globalement, combien tu as acheté de stock et combien tu as vendu pour qu'on ait un ordre de grandeur sur la multiplication de ta trésorerie? Mm. J'en ai pas comme ça, non, je saurais pas. Peut-être sur un mois ou sur une année, combien tu dépenses et combien arrive Bah, dans ton compte? ça dépend des années, mais franchement, je fais pas trop gaffe à ça. Mais comme ça, je pourrais pas trop te dire. Mais en général, j'achète 1 euro et je revends 4 euros. Enfin, je veux dire, c'est du x4, quoi. C'est du Et x4, ouais. derrière, il y a Amazon qui prennent 30%. Après, sur d'autres plateformes, les autres plateformes ne prennent pas autant. Mais du coup, imaginons que je fais 300 000 euros de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, on va simplifier. Il y a Mhm. 100 000 euros qui vont être des achats. Des achats, voilà, j'achète du stock. Il y a un tiers, du coup, 120 000 qui va être des frais Amazon. Et après, au milieu, bah, combien? Il reste 180 000. Où là, bah, juste, c'est du profit. C'est aussi, bah, des fois aussi, c'est des frais on doit payer des gens. Des fois, il y a aussi Mhm. ça. Des fois, on doit payer des gens si on n'a pas envie de faire le boulot nous-mêmes sur plein de trucs qu'ils envoient ou qui fassent des services pour nous. Payer de la comptabilité, des trucs annexes ou des services. Et derrière, il y a le profit après qui est derrière, quoi. Mais du coup, c'est des belles marges quand même. Mais ouais, ouais. Je vais y revenir juste après. Je vais juste revenir encore une fois sur tes débuts. À quel moment tu as compris que ça peut être un business et pas juste un hobby ou pas juste ce qu'on appelle de la beer money, c'est-à-dire de la monnaie juste pour de l'argent de poche, quoi. Bah, moi, c'est allé très vite parce qu'en fait, de base, en fait, juste, j'avais pas d'emploi et en fait, je voulais juste. J'avais déjà une expertise dans les jeux vidéo de faire de l'achat-revente, entre autres Dofus. Et en fait, je faisais déjà de l'achat-revente comme ça. Et du coup, en fait, je voulais un domaine dans lequel je puisse faire de l'achat-revente sans être employé. Juste parce que j'avais pas envie d'être employé un boulot normal pour plein de choses aussi, et de l'arbitraire et tout qui me faisait que j'avais pas envie. Et du coup, je voulais absolument être libre de mon temps, ce qui est permis grâce à ça, parce que je peux décider à n'importe quel moment je vais où, machin, même si voilà, faut y aller. Mais globalement, juste, c'est plus par la contrainte de vouloir être libre de mon temps, de pas vouloir prendre un emploi normal, et voilà, de mes capacités déjà d'achat-revente que j'avais déjà un peu observé dans d'autres trucs, qui fait que je me suis lancé dedans. C'est pas vraiment, et quand je m'étais lancé là-dedans, j'étais pas en mode hobby, j'étais en mode, ok, je sens que je peux percer dans un truc d'achat-revente, faut juste que je trouve le bon, et du coup, j'essaie juste de trouver le meilleur truc. Bah, j'ai fait tester l'achat-revente de vêtements, comme je l'ai dit avant,
de stickers, etc., de trucs un peu du dropshipping aussi. Hmm. Mais au final, bon, c'était assez moyen. Et du coup, bah, juste au bout d'un an, je suis tombé sur le livre et là, j'ai bien percuté sur le livre. Et directement, la première année, ouais, c'était plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, quoi. Ok, donc tu es passé de 0 € le livre à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en combien de temps? En 6 mois peut-être? Ouais, je pense en 6 7 8 mois, ouais. Je pense au début, ouais, c'était progressif parce qu'en plus, je stockais un peu des livres chez moi au début, je les envoyais pas encore chez Amazon, je me faisais un petit stock. Et au bout d'un moment, quand j'ai construit mon compte Amazon et que j'ai envoyé les livres, là, ouais, directement, les ventes ont monté très vite, quoi. Du coup, ouais. Et seulement FBA, quoi. FBA qui est expédié par Amazon, c'est-à-dire que moi, j'envoie les livres, les très bons livres, et je les étiquette pour Amazon. Et après, quand il y a des ventes, en fait, c'est eux qui envoient pour moi et j'ai pas à m'occuper de la logistique finale qui est de envoyer le livre au client, quoi. Pour ceux qui veulent justement se lancer dans ce business-là, qui veulent débuter, est-ce que tu recommandes de passer par Amazon ou est-ce que tu recommandes de passer par des plateformes plus classiques comme Vinted ou Le Bon Coin? Ah, moi, je trouve que Amazon, c'est de plus en plus compliqué pour plein de choses, même si voilà, il y a une forte demande sur Amazon, il y a un gros marché. Mais moi, je pense qu'il faut commencer par Vinted Le Bon Coin, se créer un stock et déjà être un peu, déjà un petit peu se professionnaliser, mais en tant qu'amateur sur Vinted Le Bon Coin aussi goûter si on a envie, plutôt que de se mettre directement sur Amazon où là, on vous impose des contraintes, on vous impose des formats juridiques qui font que déjà il y a une certaine lourdeur. Et globalement, faites Amazon seulement après avoir testé Vinted, Le Bon Coin, même Rakuten, Book Village, etc. Que vous goûtiez un peu le marché, plutôt que vous mettre directement à vous compliquer la vie, à vous mettre sur Amazon, parce que c'est quand même assez compliqué, même si ça peut en valoir, le jeu peut en valoir la chandelle, quoi. Et du coup, toi, pourquoi tu fais uniquement Amazon et pas justement Le Bon Coin, Rakuten, etc. Bon, juste c'est par simplification, je pourrais les faire tous, mais juste qu'il y a une complexité qu'il faut quand même réussir à contenir, je pense, en business en général. Et on peut faire un peu de tout en même temps, mais après ça se disperse un peu. Mais j'ai réfléchi plusieurs fois à me disperser, mais c'est peut-être que je le ferai à un moment. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être que je ne sauterai pas. Mais globalement, je pense qu'à un moment, oui, on peut tester un peu tout au début, quand on n'a pas beaucoup de livres, et à un moment, quand on a beaucoup de livres, il faut commencer à avoir des systèmes, ou à centraliser dans une seule plateforme, ou avoir des systèmes qui automatiquement mettent sur plein de plateformes. Et là, ça peut être bien, ouais. Mais globalement, faut faire attention, je pense, à la complexité en business, à pas trop s'éparpiller, quoi. Entendu. Et avant que tu développes l'application Biblioscan dont on parlera juste après, comment tu faisais pour trouver un bon livre? C'est-à-dire comment tu fais pour faire le tri quand tu allais acheter des livres entre un mauvais livre que tu as laissé tomber et un livre que tu allais acheter? Ouais, bah avant c'était beaucoup de temps, tu vois, genre je passais peut-être 2 3 heures chez chaque bouquiniste, alors que maintenant je passe plutôt 30 minutes, 20 30 minutes, quoi. Et avant, ouais, c'était beaucoup de temps, bah juste il y avait l'intuition et le savoir, même si au début, bon, il n'y a pas encore le savoir, et du coup, je scannais beaucoup de livres, je scannais quasiment tous les livres à la main Tu avec des scannais, codes barres. c'est-à-dire tu scannais. Bah, juste, je prenais mon application Momox ou un autre truc où je chasse au livre, et je scannais sur mon portable le code barre et je regardais est-ce que le truc a de la valeur ou pas. Par exemple, si je pouvais scanner sur Momox, voir si le truc était repris 5, 6, 7, 8 euros par Momox, c'est-à-dire que sûrement je peux le vendre plus sur Amazon et ça me, ça me donnait une meilleure confiance sur le fait que le truc a une valeur et est demandé par une plateforme pour leur vendre derrière, quoi. Et du coup, c'était très fastidieux, c'était très chiant. Là maintenant, il y a Biblioscan qui sauve pas mal, qui sauve beaucoup de temps et qui fait gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais avant, c'était un boulot de dingue. Et là, ça s'est beaucoup plus simplifié quand même grâce à Biblioscan, quoi. Justement, du coup, Biblioscan, qu'est-ce qui différencie cette application de scanner un par un? Pourquoi est-ce que Biblioscan facilite, enfin tu dis même divise le temps par 3 ou 4 pour trouver les bons livres? Bah, juste, tu peux prendre, imaginons, tu vois, si je devais scanner 100 livres à la main, Ouais, ça me prenait 3 secondes par livre, ça veut dire même plus 6 secondes. 6 secondes, c'est-à-dire 6 fois 100, ça te fait 600, ça te fait dire 10 déjà minutes. 10 minutes. 10 minutes pour 100 livres, quoi. Et vraiment, c'est fastidieux, tu te fais mal au poignet, t'es là en mode tu tires le livre, ok, tu scannes, non, c'est pas bon, ok, tu Ouais. reposes le livre, le prochain, ok, tu scannes, non, c'est pas bon. Et enfin, c'est un enfer là-dessus. Alors que avec Bioscan, tu prends une photo, Ouais. alors en 3 secondes, c'est bon. Après, tu prends l'autre photo à côté aussi, hop, tu fais ça plein de fois, tu prends toutes les photos de tous les rayons d'un endroit, et après, tu envoies dans le serveur, et après, tu as la réponse en 5 10 minutes de tous les livres que tu as pris en photo directement, sans à t'être cassé le poignet, à regarder, ok, machin. Et directement, en plus, ça te trie, t'as un tri qui est fait par Biblioscan pour te montrer lesquels sont vraiment les meilleurs trucs.
et lesquels sont nuls, tu les vois pas, ils sont tout au fond, on te les met tout au fond. Et du coup, tu as deux choses par Biblioscan. Tu as la vitesse, comme si tu scannais des livres super vite, et en plus, tu as ce tri comme ça qui par un algorithme, te montre les meilleurs trucs qui sont potentiellement les meilleures choses à la revente, quoi. Faut quand même un peu l'humain derrière pour vérifier, mais juste, c'est le jour et la nuit, en tout cas, là-dessus. Et justement, comment Biblioscan reconnaît les livres? C'est-à-dire, si tu les scannes pas, je crois que tu scannes pas avec le code barre, tu prends des photos. Comment est-ce que l'application fait pour dire tel livre correspond à telle donnée? Ouais, bah, en fait, t'as un algorithme qui va, en fait, qui va trouver, en fait, où sont les livres dans l'image, et après, dans l'image, en fait, t'as du texte, et après, on essaie de redécouper, de réutiliser ces données-là pour après retrouver le bon livre. Voilà, on n'est pas parfait du tout, quoi. Mais juste, en fait, c'est comme si t'avais un fusil à pompe, et juste, tu hits plein de choses, tu rates un petit peu, mais juste, au final, quand même, tu touches un champ très large de livres très très vite, et après, t'as l'algorithme derrière qui va super vite, et qui trouve chaque livre à, je sais pas, 75-80%, et après, t'as les résultats derrière qui font que voilà, quoi. Et du coup, en fait, c'est un truc qui est automatique derrière. Du coup, t'as pas un humain qui est derrière pour trouver chaque livre. Juste que comme c'est des algorithmes, c'est pour ça que ça va aussi vite. Sinon, c'est super long, quoi. Donc, l'application Biblioscan te permet de trouver les bons livres. Justement, qu'est-ce que tu appelles un bon livre? Comment définir ça? Bah, c'est un livre qui a une grosse différence entre le prix auquel il est vendu dans l'endroit et auquel pourrait potentiellement se vendre sur Internet. Bon, après, il y a des minimums. Si un livre il se vend 5 euros ou 6-7 € sur Internet, c'est que c'est pas intéressant. Surtout si tu prends en compte les frais de port, c'est pas terrible. Et un bon livre, c'est quoi? C'est au minimum, il se vend 18 euros, 18-20 euros. Après, je préfère quand ils se vendent 30, 40, 50, 60, 75, même des fois des centaines d'euros. Mais après, c'est une petite fraction des livres, mais il y en a un peu. Mais du coup, juste c'est ces livres-là, en tout cas, où il y a une grosse différence quand tu achètes 3 euros et que tu peux le revendre 30 euros derrière. Là, c'est ça que j'appelle un bon livre. Un bon livre, c'est surtout ouais, cette différence-là entre vraiment, tu peux l'acheter quelques centimes, quelques euros contre le revendre des dizaines d'euros, quoi, des billets, quoi. Et justement, pour le prix de revente, tu en parlais tout à l'heure. Pour le fixer, le prix de revente, tu te bases sur l'historique des ventes, c'est ça? Comment tu fais pour le... Je me base sur l'historique des ventes, quand tu as les dernières données, tu vois la date et le prix sur Biblioscan, et ça te permet comme ça d'à peu près être dans le marché, quoi. Le but, c'est d'être à peu près dans le marché, et si tu es à peu près dans le marché, t'as pas besoin d'être au-dessus ou en dessous à peu près, juste tu es dans le marché et ça se vend au bout d'un an, quoi. Ok. Pardon. Ok. Ok. Je pose une question sur le stock. Quel est le délai moyen entre le moment où tu achètes un livre? Imagine, tu vois, ce matin, tu as acheté un livre dans un Emmaüs. Donc, combien de temps tu penses le vendre? Ah, en général, je sais que, bon, après les chiffres ça varie, mais je vends entre 10 et 15% de mon stock chaque mois. Du coup, ça veut dire bon, il y a des livres qui se vendent plus lentement et tout. En fait, t'as une toute petite partie de livres que je vendrai jamais parce que juste, j'ai eu pas eu de chance, mais c'est peut-être 10-15% des livres, quoi. Juste, c'est le jeu. Faut accepter que aussi, on va perdre à un moment une petite partie de livres parce qu'on va être décalé par rapport au marché pour X raisons. Mais globalement, sinon, la majorité des livres, ouais, c'est 10-15% des livres. Et du coup, ça veut dire en gros, entre 6 mois, entre 6 mois et 9 mois, j'ai vendu tout mon stock, quoi. En gros, dans ces délais-là, au bout de 6 mois, j'ai vendu quasiment tout mon stock. En gros, ça veut dire ça. Du coup, on peut se dire que ouais, je vends un sixième de mes livres tous les mois, quoi. Ça te fait combien de livres par mois ou par jour que tu vends? Bah, je vends combien de livres par jour? Bonne question. Ça dépend. C'est entre 600 et 1200, quoi. 600 et 1200 à peu près Par mois, tu veux dire? par mois, ouais. Ouais, ok. De vente. Après, j'achète un petit peu plus parce qu'il y a quelques livres qui passent à la trappe, mais pas beaucoup. En général, c'est à l'équilibre comme ça. Si je vends à peu près 600, 1200 livres par mois, j'achète aussi à peu près 600, 1200 livres par mois. Un petit peu plus, mais voilà. Ok. Et justement, quand tu vends ces livres-là, quelle marge ça te fait quand tu enlèves les frais d'achat, mais aussi les frais des plateformes, s'il y en a, sur un livre que tu as vendu 100 euros, en général, combien vont dans ta poche? Bah, imaginons si tu vends sur Le Bon Coin, t'as quelques frais, genre maintenant ils mettent quelques frais, mais voilà. Mais bah, t'as les frais de port, ça dépend si on compte ou pas les frais de port, mais les frais de port, bon, ça va être Mondial Relais, ça va être du 5, 6, 7, 8 euros au max. Peut-être un peu moins, quoi, mais et après, ça va être à peu près pareil sur Vinted, où juste t'as pas beaucoup de frais, du coup, peut-être, je sais pas, sur 100 euros, t'as 90 sur ces plateformes-là, peut-être 85. Mais sur Amazon, ouais, ils vont te prendre beaucoup plus, ils vont te prendre 30%. Euh,
30, 35, et bah, surtout, surtout si tes livres, tu les vends pas très cher, tu te fais beaucoup manger sur Amazon, un peu moins si tu les vends très cher, parce que tu as des frais fixes. Les frais fixes sont plus importants plus tu te rapproches C'est des sûr. petits montants. Et du coup, globalement, je sais pas, sur Amazon, sur un livre à 100 euros, bah, j'ai 70. Sur le Bon Coin, bah, t'as 85. Sur Vinted, t'as à peu près 85. Bon, je simplifie. Et sur Rakuten, ouais, tu dois avoir 80, un truc comme ça, je pense. Du coup, c'est à peu près ces eaux-là, quoi. Bah, Amazon, il te mange beaucoup, mais après, t'as l'avantage d'avoir un gros marché qui est disponible pour toi, quoi. Euh, Si on parle des débutants justement, donc tu es conseillé plutôt de commencer avec des plateformes, on va dire, grand public, comme Vinted ou Le Bon Coin. Euh, pour ce que tu conseilles pas de faire justement, est-ce que tu pourrais parler des erreurs un peu classiques de débutants que tu vois les gens faire et qui leur coûtent du temps ou de l'argent? Ouais, bah, par exemple, faire les mangas, faire les BD. Il n'y a pas de valeur dans ce livre-là en général? Il y en a, mais souvent, en fait, soit les Emmaüs ressourceries les mettent trop cher, ou soit, en fait, il y a beaucoup de passionnés, en fait, dans ces trucs-là qui chinent beaucoup. Ils passent beaucoup de temps de leur journée à chiner ces choses-là. Et du coup, ouais, les mangas et les BD, juste, on trouve pas beaucoup de livres. Déjà parce que les endroits mettent trop cher, et ce truc-là qui mettent. Ouais, il y a beaucoup de passionnés qui passent leur temps à ça. Et les romans, il y a quelques romans qui gardent de la valeur, mais la plupart des romans ont vraiment une tendance à baisser très vite en valeur après leur sortie, quoi. Quelques-uns restent, mais la plupart s'écroulent rapidement. Du coup, il y a une moins bonne rétention de la valeur dans les romans, et du coup, même si un roman, vous l'avez, qui se vend assez bien en ce moment, ça vous garantit pas que dans 2 mois, 3 mois, ils se vendent encore bien. Du coup, faut se dépêcher pour vendre les romans, quoi. Du coup, il y a ça un peu qui peut un peu piéger. Et après aussi, il y a des choses au niveau des états des livres. Il faut faire gaffe à l'état des livres, bien ouvrir les livres, surtout au début. Regardez s'il n'y a pas trop d'annotations, parce qu'il y en a dans l'idéal qu'il n'y en ait pas, mais vérifiez qu'il n'y a pas d'annotation, parce que s'il y en a une, il y en a sûrement plusieurs. Regardez si le livre est complet, s'il y a un des CD qui manque, si la langue est bonne, s'il n'y a pas un truc bizarre au début du livre. Aussi vérifier s'il n'y a pas éventuellement service de presse, même si on peut vendre un service de presse, mais par exemple, faut l'indiquer avec des photos, etc. Bien mettre des photos, en tout cas sur les défauts. Faut pas hésiter dans les livres à montrer les défauts aux clients, parce que les clients sont quand même sont pas très sensibles aux défauts, mais vous pardonneront plus facilement vos défauts si vous montrez avec des photos et que vous leur mettrez dans les yeux les défauts qui viennent, plutôt que essayer de l'arnaquer en cachant les défauts des livres, quoi. Ok, donc éviter les rayons manga BD et bien faire attention au stade des livres, quoi. C'est ça pour éviter la plupart des erreurs. Ouais, ouais. Après, juste vérifier que vous achetez bien le livre suffisamment bas, quoi. Faut vraiment que le livre soit super bas par rapport au prix de revente potentiel, quoi. Faut pas se dire, ok, j'achète un livre 5 et je le revends 10, quoi. Là, c'est pas intéressant parce que vous avez quand même un risque de non-vente, vous avez un risque que le livre il s'abîme entre-temps, vous avez un risque, bah, aussi des risques potentiellement que le client se fasse rembourser, qu'il vous essaie de vous arnaquer. Même si c'est très rare dans les livres, l'avantage c'est que c'est très rare dans les livres, globalement, il n'y a pas beaucoup de remboursement dans les livres. C'est un secteur où on est quand même béni là-dessus. Et du coup, globalement, faut penser dans sa tête l'aléa potentiel de quand on fait de l'achat-vente. Bon, c'est quand on fait de l'achat-vente en général. Pensez qu'il y aura forcément un aléa qui fait que vous allez potentiellement perdre soit de l'argent, soit du temps, et prendre en compte l'argent et le temps dans l'équation de OK, j'achète ce livre pour le revendre, quoi. Ok, ok. Donc, il y a des livres qui sont donc pas rentables. Ok. On va faire une pause de 2 secondes si tu veux. Oh, vas-y. Là, je disais, donc tu dis qu'il y a des livres qui ne valent pas la peine d'être achetés. Euh, Est-ce que ça peut valoir le coup des fois de repartir les mains vides d'un endroit et se dire tant pis on perd du temps ou d'acheter des fois, peut-être c'est mieux d'acheter des livres qui se vendront pas trop cher, quelques euros. Je veux dire, la question c'est très dur physiquement, enfin psychologiquement, d'aller dans un endroit et de repartir les mains vides quoi. Ça t'est déjà arrivé toi de faire ça? Est-ce Ah, que mais tu conseilles ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois. Après, je comprends. Et souvent, j'essaie de me forcer de trouver un bon livre. Souvent, des fois, du coup, je pars de mes mains vides et j'essaie, du coup, de scanner encore plus ou d'aller encore plus loin pour essayer de trouver un livre. Mais des fois, on trouve pas. Juste, on peut forcer comme ça, on peut scanner encore plus, on trouve pas. C'est comme ça, c'est pas le moment, c'est arbitraire. Et des fois, vous pouvez revenir 2 3 jours après et vous trouvez, je sais pas, 10 livres, ça arrive souvent, quoi. Et du coup, faut pas se sentir forcé. On va pas dans un endroit pour trouver un livre, c'est plutôt on cherche des opportunités, si elles sont pas là, elles sont pas là. Et on peut aller dans un autre endroit à un autre moment ou revenir au même endroit à un autre moment. Et là, on tombera sur des opportunités qu'il n'y avait pas là avant. Des fois, si c'est comme ça, vous sortez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les brocanteurs le savent aussi.
Les gens qui font de l'achat-revente de vêtements le voient aussi. Ils vont dans un endroit, il n'y a rien. Ils aimeraient bien quelque chose. Ils étaient revenus, ils étaient là il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il y avait beaucoup de choses et là, il n'y a, là, rien. Il faut juste accepter que des fois, il y a l'arbitraire qui vous dit, ok, aujourd'hui, bah, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, il ne faut pas non plus se stresser. C'est comme ça et faut juste penser à l'étape après, quoi. Ok. Pour l'achat-revente des livres, tu parlais des rayons évités. Tu disais que normalement, il ne faut pas aller dans les BD ou dans les mangas. Au contraire, quel rayon, enfin quel, on va dire, genre de livre il faut aller regarder pour trouver les livres qui ont de la meilleure valeur? Globalement, sciences humaines, broderie, loisirs créatifs, tout ce qui touche aux mains, la cuisine. La cuisine, ça marche assez bien. L'histoire, la philo, tout ce qui, voilà, c'est des sujets un peu intemporels. Plus c'est intemporel, mieux c'est. Plus c'est temporel. Par exemple, la politique, ça marche pas, par exemple, pour montrer un peu la politique parce que c'est juste trop d'actualité. Enfin, vraiment un sujet intemporel qui puisse permettre de garder de la valeur dans le temps, même si tous les livres ne gardent pas de la valeur. Mais c'est parmi ceux-là qu'on a le plus, du coup, voilà. J'ai dit ça. Ésotérisme, voilà, religion, marche très bien. Le sport, il y a certains livres de sport qui marchent très bien aussi. Euh, et voilà, juste, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ouais. Et justement, quand tu regardes dans ces livres-là, grâce à Biblioscan, donc tu peux scanner des centaines de livres à la fois, mais il y en a justement une toute petite partie de livres qui ont de la valeur. Tu estimes que c'est quelle proportion des livres qui est intéressant à la revente parmi ceux que tu scannes? Je pense que ça doit être moins de 1%, même 0,5%, même beaucoup moins en fait. C'est pour ça que peut-être si vous faites 1, 2, 3 scans, même 4 scans, si vous faites un scan, ouais, vous allez trouver un livre sûrement, une moitié livre, du coup, il faut sûrement faire 2 scans pour trouver un livre, parce qu'en fait, dans un scan, dans une photo, il y a à peu près 100 livres. Du coup, je pense que ouais, c'est à peu près ça, et juste que aussi, plus il y a de gens qui scannent autour de vous, et moins il y a de livres, et du coup, soit faut revenir souvent à l'endroit, soit faut juste accepter qu'il y a moins de livres des fois à un moment. Et par exemple, au printemps, par exemple, il y a beaucoup plus de livres qu'en hiver, etc., quoi. Parce qu'au printemps, les gens font les déménagements, ils donnent des livres aux endroits où ils les Bien sûr. vendent. Et du coup, là, il y a une plus grande abondance de livres qu'à d'autres périodes. Il y a aussi ce facteur-là, quoi. Et justement, toi, tu vis de l'achat de livres, tu en vis à temps plein. Et pourtant, tu as développé et commercialisé une application qui permet à tout le monde de se lancer. Pourquoi tu as fait ça? T'as pas peur que les gens te volent des parts de marché? Bah, le marché est quand même assez gros et moi je peux pas être partout au même endroit. Je peux pas être scanné partout au même moment, quoi. Je peux pas me dupliquer. Du coup, en fait, j'ai essayé plutôt de construire un algorithme qui ferait ce que je fais de base plus vite, plus fort et qui puisse même me remplacer moi, même si de base je suis assez bon pour trouver des livres. Mais là, en fait, juste on remplace la compétence humaine de trouver des bons livres par un algorithme. Et là, c'est vachement puissant parce qu'après, du coup, cet algorithme-là, il peut être diffusé partout et il est puissant n'importe où, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est que je peux pas me dupliquer moi-même, mais je peux dupliquer ma compétence dans un algorithme. Et c'est ma compétence dans un algorithme qui a de la valeur, qui après les gens l'utilisent. Et c'est comme s'ils avaient un professionnel du bouquiniste dans leur iPhone, quoi. Ok. Je voulais revenir un petit peu sur tes chiffres. Toi, ça fait 10 ans que tu vis de l'achat-revente de livres. Ouais. Quelle a été ta meilleure année durant ces 10 dernières années? C'était 2024 ou 2023, je sais plus. Mais je crois que c'est 2024. Ouais. T'as fait quel Non, chiffre c'était 2023. C'était 2023, c'était 450 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, j'ai beaucoup acheté à ce moment-là. Euh, Après, les périodes étaient un peu différentes aussi. L'économie était un peu plus haute. Mais globalement, il y a encore beaucoup d'argent à se faire dans les livres d'occasion. Et d'autant plus que, vu que, bizarrement, en fait, quand le marché est un peu plus bas, quand l'économie va un peu mal dans les livres, bah, du coup, les gens se tournent beaucoup plus vers les livres d'occasion. Mais du coup, après, oui, on peut un peu moins vendre de livres chers, mais on peut plus facilement vendre des livres autour de 15 euros, 18 euros, si le livre de base est à 25, parce que les gens, en fait, ils essaient de se faire de l'argent sur des trucs qu'ils auraient aimé acheter, mais qui peuvent pas, et du coup, ils se déportent vers l'occasion. Et du coup, dans les moments de crise, entre guillemets, on peut se faire aussi pas mal d'argent en ciblant des livres, parce qu'on permet aux gens de faire des économies sur des achats qu'ils auraient fait dans tous les cas. Du coup, au lieu d'acheter un livre neuf à 25, là, ils achètent le livre à 15 à vous au lieu de la librairie. Et du coup, vous faites de l'argent comme ça, là où la demande était un peu différente avant. Du coup, il y a toujours un peu cette période où, en fait, dans les périodes hautes, vous pouvez vendre des livres très chers quand l'économie va bien. Et dans les périodes plus basses, à ce moment-là, vous pouvez vendre beaucoup plus de livres un peu prix médium, quoi. Prix médium.
Donc, en 2023, tu as fait 450 000 euros de chiffre d'affaires en vendant un livre. Ça te fait quoi? Ça te fait 35 000 euros par mois, en gros, de chiffre d'affaires, c'est ça? 40 000. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de retourner à ces chiffres-là? Moi, c'est juste que j'ai pas forcément le temps, ni l'organisation pareil. Ma vie s'est organisée différemment parce que bah, justement, il y a Biblioscan qui a dû être créé, qui a pris beaucoup de temps et d'énergie et d'argent. Et du coup, il y a aussi le focus de. Hein, si je devais me focus à 100% livre, ouais, je pourrais faire pareil maintenant aussi, quoi. Juste que là, mon business s'est déplacé vers Biblioscan qui prend une part beaucoup plus importante de ma vie, en tout cas. Ok. Si on reste dans les chiffres et qu'on parle un peu des anecdotes, est-ce que tu peux parler, je sais pas, mon anecdote sur un livre que tu as vendu qui était incroyablement cher? Peut-être que tu l'as acheté à 50 centimes, tu l'as vendu combien? Ouais, bah, je peux vous montrer. Attends, je vais vous montrer un livre que j'avais acheté 7 euros. Attends, pardon, excuse-moi. Ah, ça va tomber ou pas là. C'est joaillerie. Ça, c'est celui-là. Attends, je vais le montrer à l'écran. Est-ce que je peux montrer? Et celui-là, en fait, j'ai déjà vendu très cher, plus de 1000 euros à un moment. Et c'est pas celui-là, mais c'est un autre. Et je l'ai retrouvé récemment à 80 euros. Et ce livre-là, ouais, j'ai vendu 1400 euros, quoi. J'ai vendu 1400 euros. Et du coup, et je l'avais acheté 7 euros. Du coup, 7 euros un livre et vous le revendez 1400 derrière, bon, ça fait des très belles marges. C'est assez rare quand même. C'est une toute petite partie des livres. Mais ça arrive comme ça d'avoir des livres qu'on vend. On l'achète un peu cher, même si j'avais acheté que 7 euros. Là, par exemple, j'ai acheté 80 euros, il vaut encore des milliers d'euros, quoi. Du coup, des fois, ouais, ça peut arriver d'avoir des trucs de fou comme ça. Mais ça, c'est rare. Mais juste, par exemple, trouver des livres à 5-10 euros ou 3 euros et les revendre 200 euros, 150, c'est beaucoup plus fréquent, quoi. Et du coup, ça c'est fréquent. Même une fois, j'étais à Bouligné, j'étais dans les bacs de Bouligné. Je sais pas si les gens voient, mais en fait, dans les bacs de Bouligné, tu as des trucs à 20 centimes. Et d'un coup, je prends un livre comme ça, je le scanne. Je le scanne. Avant, il n'y a pas de bioscan, je scanne à la main. Et d'un coup, je vois, il vaut 200 euros et j'ai vendu 180 euros sur Amazon en 2-3 semaines, quoi. Du coup, des fois, passer de 20 centimes à 200 euros, bon, Ouais, ça fait plaisir, quoi. bien sûr. Et là, justement, c'est un livre qui parle de quoi? Pourquoi est-ce qu'il vaut si cher ce livre-là? Ouais, bah là, par exemple, c'est un livre, c'est un joaillier bien connu, René Boivin. Et du coup, il y a plus d'offres depuis très longtemps. Le truc, il date de 1990 ou je sais plus. Et du coup, en fait, juste, il y a encore une forte demande pour ce joaillier, pour voir en fait ses bijoux, etc., pour voir ses techniques. Et du coup, il y a une demande importante là-dessus qui n'y a pas sur d'autres livres. Et du coup, en fait, la personnalité d'une seule personne, d'un auteur ou d'un sujet précis, parfois a une valeur exceptionnelle par rapport à d'autres livres. Même si, bon, ça ne veut pas dire que les connaissances ont une valeur très élevée, mais une demande forte pour un auteur et qui est capable de monter à ces prix-là, quoi. Donc là, sur le livre que tu as acheté 7 euros, tu l'as vendu 1300, 1400, c'est ça? 1400, ouais. 1400. Tu l'as acheté dans quel type de magasin? Et surtout, en combien de temps tu l'as revendu et à qui tu l'as revendu en fait? Est-ce que Je l'avais tu... vendu en 2-3 mois, et par un jeune qui me l'a acheté. Et ouais, juste, je l'avais acheté dans un bouquiniste, quoi, un bouquiniste d'occasion. Ça aurait pu être un Emmaüs, ça aurait pu être une ressourcerie. Parce qu'il y a beaucoup de livres comme ça qui ressemblent. Parce que le livre a l'air un peu anodin, quoi. On dirait un livre, il est beau, enfin, c'est un gros livre, mais c'est pas un livre où les gens ils se disent, wow, ça peut valoir beaucoup d'argent, quoi. Et du coup, il y a cet aspect-là il y a des livres où en fait, ça se voit pas qui ont de la valeur comme ça, mais ils ont de la valeur parce que juste le sujet et la personne, par une toute petite minorité de gens, est bien connu et bien apprécié, mais par la grande majorité des gens et la tête du livre, à quoi ça ressemble, n'inspire pas non plus la majorité des gens, quoi. Si on reste sur les anecdotes, est-ce que tu as déjà vécu des moments un petit peu, on va dire, hors du commun dans ce métier-là, ou est-ce que c'est au contraire un métier qui est un peu, on va dire, ennuyant, en tout cas monotone? Bah, c'est assez monotone. Après, juste, on a toujours des surprises sur la valeur des choses, quoi. Ce qui est surprenant, c'est vous voyez un truc comme ça, je sais pas, un truc comme ça, bah, ça vaut. J'en ai vendu plein comme ça à 40 euros. Un truc genre sur les champignons comme ça, un truc tout pourri comme ça, enfin pas tout pourri, mais voilà, quoi. Un truc comme ça, j'en ai vendu plein à 100, 150 euros et juste, on se dit pas que ce truc comme ça, machin, ça vaut aussi cher. Et du coup, il y a toujours cette surprise. Même si l'aspect monotone et répétitif du processus est le même, la surprise de voir quels trucs ont de la valeur, quelles choses n'en ont pas, etc., et ça fait toujours un peu bizarre parce que des fois vous avez un sujet et vous avez un livre proche de ce sujet qui est à côté et qui lui vaut rien du tout et lui vaut très cher.
Et ça surprend beaucoup toujours de voir la différence de valeur qu'il y a entre deux objets anodins, mais c'est sûrement aussi pareil dans les vêtements ou dans d'autres choses ou les objets. Mais, euh, mais c'est très surprenant là-dessus. Et sinon, en choses bizarres qui se sont passées, ouais, bah juste des gens qui piquent dans votre panier, qui veulent le livre et qui le veulent et qui vont après le payer et vous aurez des comptes trop tard et ça arrive quoi. Ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Et du coup, vous êtes un peu surpris comme ça, à la fin, vous le trouvez plus et vous avez compris que quelqu'un l'a pris dans votre panier pour l'acheter lui-même, quoi. La concurrence est rude alors, Bah, dans juste, ces... il y a cet aspect mimétique où les gens, en fait, ils voient que quelque chose vous intéresse. Et du coup, ça augmente leur intérêt pour la chose parce qu'ils regardent aussi ce que vous achetez. Quand vous achetez quelque chose, les gens aussi autour de vous regardent. Et des fois, le fait que vous achetez quelque chose éveille fortement leur intérêt. Et ils sont prêts comme ça à faire des choses pour obtenir la chose devant vous, quoi. Ça peut arriver, c'est un peu bizarre, mais ça arrive, quoi. Justement, je voulais te poser la question. Donc toi, ce que tu fais concrètement, c'est que tu vas dans les librairies d'occasion ou dans les Emmaüs, tu prends en photo les étagères et grâce à Biblioscan, tu trouves les meilleurs livres. T'as pas des remarques de la part des gérants du magasin par rapport à ce que tu fais? Non, je le fais discrètement et je fais ça en bonne élégance, c'est-à-dire je fais attention à mon environnement, je fais attention à qui il y a autour, à pas les déranger, à pas qu'ils aient l'impression que je les prenne en photo, etc. Du coup, juste, c'est un peu du savoir-vivre et bien prendre des photos au bon moment pour pas déranger et le gérant et les clients, etc. Pour pas qu'ils se sentent mal à l'aise ou qui pensent en plus que je leur veuille du mal, etc. Parce que je leur veux que du bien, je veux juste leur acheter des livres. Et globalement, ils sont contents si je leur achète des livres parce que tout le monde est content, même les autres clients. Même quand vous achetez des livres, les autres clients sont globalement contents, enfin, même s'ils ne s'en rendent pas compte, parce que juste vous permettez au stock de tourner et qu'ils aient à nouveau des bons livres qui puissent remettre en rayon. Sinon, si personne n'achète de livres, bah, Bien sûr. juste ça stagne et les gens ne viennent plus, quoi. C'est quand même un sujet qui est toujours un peu tabou, c'était de faire beaucoup d'argent. Euh, Qu'est-ce que les libraires, qui eux vivent aussi de ça, te disent par rapport à toi qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois en allant te servir chez eux? Enfin, tu ne voles pas bien sûr, mais tu fais plus d'argent que eux en achetant leurs propres livres. T'as déjà eu des réflexions par rapport à ça? Non, globalement, enfin, c'est pas des libraires, mais c'est des bouquinistes. Mais les bouquinistes, quand même, se font, je pense, pas mal d'argent. Euh, je pense pas mal d'argent, quand même, en général. Du coup, même s'ils n'ont pas l'air, des fois, de faire beaucoup d'argent, ils sont capables d'en faire beaucoup, quoi. Mais je pense que ils, se, ils iraient beaucoup mieux, même s'ils sont déjà bien, ils iraient beaucoup mieux en utilisant les outils qui sont à leur disposition. Et je pense il y en a beaucoup, la plupart, qui sont assez ouverts aux outils. Par exemple, pour scanner et tout, je pense à une époque, pour scanner des codes barres à une époque, c'était un peu plus réticent. Mais je pense qu'ils se rendent compte un peu que l'époque elle change et il y a la demande aussi qui change et les besoins qui changent. Et que les gens veulent faire des fois des achats plus éclairés, être sûr de faire une bonne affaire. Et je pense que globalement, ils comprennent que les gens veulent faire des bonnes affaires chez eux et que même eux, quand ils achètent des livres, veulent faire des bonnes affaires. Et du coup, globalement, ils comprennent qu'ils sont contents aussi quand on leur achète beaucoup de livres. Tant que c'est fait bien et dans le respect de plein de choses, c'est ok, je pense. Ok. Je vois pas de problème au niveau de l'argent parce que juste la plupart gagnent bien leur vie, je pense, ouais. Euh, donc Léo, toi tu passes tes journées à faire de l'achat-revente de livres. Concrètement, à quoi ressemble une journée type et qu'est-ce qui est on va dire, le plus dur dans une journée à faire de l'achat-revente? Bah, moi, je trouve que ce qui rapporte le plus, c'est que, enfin, même si il y a besoin de tout, je pense que le plus agréable, en tout cas, par le plus agréable, c'est d'aller sourcer des livres. Et dans les brocantes, dans les Emmaüs, les ressourceries, trouver des livres, à chaque fois, c'est la nouveauté. C'est voilà, on explore et on tombe sur des trucs qu'on ne savait pas qui avaient de la valeur, etc. Du coup, alors, ça, c'est le plus facile. Après, le plus chiant, c'est quand même la comptabilité, gérer les prix Amazon, faire des envois, envoyer le stock chez Amazon, c'est-à-dire là c'est plus administratif et robotique, c'est-à-dire que vous devez avoir votre livre, le mettre dans le logiciel Amazon, dans l'Amazon Seller, ensuite mettre l'étiquette, attendre un petit peu, mettre l'étiquette, et après voilà, vous mettez très bon état, acceptable le livre, mettez éventuellement des photos de l'état du livre, est-ce qu'il est en bon état, machin, prendre des photos des défauts éventuels, Hmm. et après envoyer les livres, faire son carton, faire aussi dire à Amazon ok je suis en train de faire ce carton là, il y a tous ces livres ensemble et maintenant il faut faire une étiquette UPS pour envoyer à Amazon. Et du coup il y a tout ce process là qui est comme assez chiant, que j'aime bien déléguer moi quand je peux, des fois je peux pas et du coup je dois le faire moi-même.
Mais c'est la partie qui est chiante. Mais la partie chiante, l'avantage, c'est qu'on peut la déléguer. C'est-à-dire que c'est pas évident la déléguer au début, mais au bout d'un moment, on peut la déléguer. Voilà, vous avez quelqu'un, ou moi, c'est souvent quelqu'un de ma famille, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui bosse pour moi pour envoyer des livres, pour le faire, parce que c'est une tâche répétitive. Et là, à ce moment-là, oui, on peut facilement se départir de ces tâches un peu chiantes. Et oui, c'est les tâches les plus chiantes, ça. En gros. Justement, j'allais te poser la question, là actuellement tu travailles seul ou est-ce que tu as des gens du coup qui t'aident pour justement faire cette tâche dont tu parlais? Ouais, moi j'ai plusieurs, enfin, j'ai pas d'employés, mais j'ai plusieurs personnes qui tournent autour en auto-entrepreneur, etc. Quand j'ai besoin d'eux ou qu'ils ont besoin de moi, qui veulent travailler sur des trucs, voilà quoi, ils sont payés à ça et juste, il y a une règle, par exemple, je sais pas, je leur dis, bah pour un livre envoyé, je te donne 2 euros à chaque fois, quoi, envoyer à Amazon, tout traité de A à Z, je te donne 2 euros, du coup, je sais pas, sur un carton de 25 livres, ça fait que la personne elle gagne 50 euros voilà, sur le traitement du carton de 25 livres envoyé à Amazon, par exemple. Ok. On va en faire un focus sur l'application que tu as créée, Biblioscan. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste déjà? Bah, ça consiste à très rapidement, l'objectif c'est de très rapidement entrer dans un endroit et de repérer tous les livres qui ont beaucoup de valeur. Et comment on fait ça? C'est que vous prenez une photo de chaque étagère de livres, vous la prenez bien en face, bien droit, pour qu'on puisse bien détecter chaque livre. Vous prenez chacune de ces photos et après vous les envoyez dans le serveur Biblioscan via l'application et ça vous coûte des crédits. Et en échange, bah, après vous recevez ces données qui sont triées, vous voyez chaque livre où est-ce qu'il est, avec sa valeur, sa vitesse de vente, son historique de prix. Vous avez tout ça bien standardisé et bien trié, comme ça tout est pré-mâché pour vous, quoi. Et justement, quel problème tu voulais résoudre par rapport à ça? C'était la rapidité uniquement que tu voulais... Bah, il y a la rapidité, oui, c'est important, mais il y a aussi le fait de pouvoir faire tous les livres. Il y a une rapidité, mais aussi le fait de pouvoir tous les livres, vraiment de détecter la valeur de chaque livre. Parce que si, imaginons, je devais faire 1000 livres à scanner à la main, Hmm, ça fait très mal aux articulations déjà. ok. C'est fatigant cognitivement parce que vous devez regarder, machin, est-ce que c'est intéressant ou pas en regardant les données à chaque fois de prix. Et là, du coup, avec Biblioscan, il y a tout ça en fait qui vous est déchargé mentalement. Vous avez une IA qui vous fait ça à votre place en grande partie. Et vous avez juste à regarder les meilleurs, les 20 premiers, quoi. Les 20 premiers, alors qu'avant, vous devez regarder à la main chaque livre. Hmm. Réfléchir à ce qui est intéressant ou pas. Moi, je trouvais ça très très chiant et je pensais qu'il y avait beaucoup mieux. Et là, oui, c'est clairement qu'il y a beaucoup mieux en utilisant Biblioscan, quoi. Justement, ça fait 10 ans que tu vends des livres, ça fait seulement 1 an et demi ou 2 ans que tu as créé l'application. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas il y a 8 ans ou il y a 5 ans? Bah, juste, la technologie n'était pas mûre. Il y a plein de choses qui n'étaient pas possibles il y a 8 ans. Euh, J'aurais bien aimé l'avoir créé avant, j'avais cette idée depuis très longtemps, mais juste c'était difficilement possible. C'est que récemment qu'il y a plein de choses qui sont développées, genre 2019, etc., où il y avait plein de modèles d'IA, machin, plus il y a des trucs importants comme la détection de caractères, etc., sur les livres, qui sont pas évidents non plus. Et petit à petit, le secteur s'est développé. Enfin, les technologies autour qui rendaient ça possible se sont développées très récemment. Avant, c'était pas possible, je pense, ou très difficilement. Et là d'un coup, ouais, c'est possible, là où ça n'était pas, c'était pas le cas avant, quoi. Et du coup, tu es pas tout seul sur le projet, vous êtes plusieurs, c'est ça? On est deux, j'ai deux associés ouais, qui sont des gros développeurs et qui ouais, bossent bien sur l'appli, quoi. C'est grâce à eux que c'est possible, sinon ça serait pas possible, quoi. En fait, comment tu commercialises Biblioscan? Est-ce que tu vends un Ah, service? Sous quelle forme moi je peux acheter l'application? ok, bah c'est un espèce d'abonnement où en fait il y a des crédits, mais en fait c'est comme si on vendait surtout des crédits indirectement, les crédits qui sont genre on vend en gros à la photo, c'est-à-dire que je sais pas, vous avez un abonnement qui vous fait 100 photos, 200 photos, et là après vous prenez une photo, et là ça vous coûte une photo en moins dans votre abonnement, et du coup c'est juste que je sais pas, vous payez 19 euros par mois pour avoir 100 photos, et 100 photos ça vous permet de scanner 10 000 livres parce que dans une photo, il y a 100 livres en gros, et du coup voilà quoi. Et après, Ok. globalement, les gens sont très satisfaits de pouvoir scanner très très vite autant de livres, ce qui est assez inhumain sinon et horrible. Donc vous êtes trois dans l'équipe pour Biblioscan. Quel est ton rôle à toi? Bah, moi, c'est directeur, du coup, c'est plein de trucs, c'est juste de la communication, un peu de technique, il y a aussi un peu de produit, aussi pas mal réfléchir au produit, à ce qui est important d'avancer. Euh, Aussi comment encore améliorer le plus important, je trouve, c'est d'améliorer le produit et de faire en sorte que ça,
on soit au maximum de ce qui est possible de faire techniquement. On s'en rapproche pas mal, je trouve, mais il y a encore plein d'améliorations qu'on peut faire. Et je pense Par exemple, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté les prix de rachat de Momox dans l'application, ce qui aide beaucoup aux gens. Genre comme ça, ils peuvent voir directement, ok, ce livre, il est racheté tant par Momox. Si je veux, je peux le revendre à Momox à ce prix-là, sans avoir à me faire chier à moi-même à le vendre ou à même à X plateforme et attendre X temps. Des fois, il y a des gens qui aiment bien directement vendre à Momox. Et là, directement, ils prennent une photo et ils ont tous les livres directement Mhm. qui ont un prix de rachat Momox intéressant, quoi. Ils peuvent trier par le prix de rachat Momox, ce qui n'était pas le cas avant, et je pense que ça aide beaucoup les gens, et Momox aussi, quoi. Petite parenthèse sur ça. Quel intérêt de vendre soi-même le livre sur Vinted ou Le Bon Coin si on peut se faire acheter par des applications qui rachètent le livre comme la Bourse aux livres, Momox que tu as cité ou Recycle Livre? Bah, ça dépend des gens, déjà, est-ce qu'on a envie de vendre soi-même et de s'embêter à garder des livres pour attendre qu'ils se revendent? Si on veut vraiment vendre rapidement ces livres, on peut utiliser la Bourse aux livres, Recycle Livre, Momox, Gibert pour les revendre directement. Comme ça, au moins, on est sûr, on se débarrasse des livres, parce que les gens, des fois, veulent juste se débarrasser de leurs livres. Mais si on veut plutôt avoir le maximum de valeur pour un livre, vaut mieux le vendre soi-même. Bon, des fois, il faut attendre longtemps, il faut changer les prix. Il y a quand même un côté beaucoup plus management de son propre stock qui est plus fastidieux et qui prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Et du coup, c'est ça la grosse différence, c'est que si on veut vraiment plus d'argent, on s'investit beaucoup plus et on met beaucoup plus de temps à faire des listings, etc. Si on veut vraiment se débarrasser, on peut utiliser Momox et juste vendre les quelques livres qui sont intéressants à vendre à Momox, quoi. Ils rachètent bien Momox par rapport à la valeur réelle d'un livre? Bah, ils rachètent toujours moins parce que leur but c'est de le revendre. Du coup, forcément, ils vont pas vous prendre au prix du marché qui serait, quoi. Mais c'est juste, je trouve ça juste par rapport à la valeur auquel ils le vendent derrière et par rapport au marché qui est derrière, quoi. Ok. Je ferme la parenthèse sur ça. Je voulais revenir sur Biblioscan. Euh, Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez l'idée avec ton équipe de développeurs et le moment où il y a un produit qui est fini et qu'il y a un premier client qui arrive dessus? Ah bah moi l'idée elle existe depuis longtemps. Après il y avait déjà des prototypes qui étaient faits avant il y a plusieurs années, quoi. Du coup j'avais déjà testé avec quelqu'un d'autre. Mais c'était très difficile. Mais la technologie n'était pas encore très prête pour le faire et maintenant avec développement en IA et tout, ça aide beaucoup plus à développer. Mais en gros, ça a pris vraiment 2 ans à avoir un bon produit. Avant, c'était très... Entre le moment où j'ai commencé avec les nouveaux associés et le produit final, ça a pris en gros 2 ans, quoi. Avant, je trouve que pour le produit était encore bien médiocre. Il s'est beaucoup amélioré récemment. Il s'améliore de plus en plus vite, je trouve. Mais au début, ouais, on a toujours, en plus, on touche des problèmes techniques profonds de trouver le bon livre qui est très dur, après de bien trier les données, montrer les bonnes données à l'utilisateur, pas non plus le surcharger de données et que ça soit agréable pour lui et que ça soit assez ergonomique. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et pour la stack technique et pour toi-même quand tu développes quelque chose, de avoir conscience vraiment de chaque problème et de l'importance à laquelle lui donner. Parce que si je mets trop d'importance sur un problème, alors que c'est un autre problème qui est important et je déséquilibre, bah, du coup ça donne un produit assez peu équilibré et assez peu agréable pour l'utilisateur final, quoi. Du coup, c'est au moins 2 ans, c'est au moins 2 ans, hein, je pense, hein. Donc le premier test de l'application, il a eu lieu quand? Il y a un an et demi? Je pense qu'il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, il y avait les prototypes, quoi. Il y avait les prototypes. Avant, il y avait un autre prototype qui était vraiment pas terrible, quoi. Mais le bon prototype, ouais, ça a commencé il y a 2 ans, ouais, je pense, ouais. Et quel a été le déclic qui vous a fait dire que c'était un produit gagnant, qu'il fallait investir du temps et de l'argent dans Biblioscan et pourquoi vous n'avez pas laissé tomber en fait? Bah, juste parce que juste la technologie qui permet en fait au lieu de scanner des codes barres un par un, de pouvoir scanner tout d'un coup avec une photo, et du coup vous pouvez prendre une photo très très vite de plusieurs rayons. Je pense que c'est juste le gain de temps et d'énergie, c'est x50, x100, je pense. Juste en fait, c'est important de faire un business, je pense, à une technologie qui permet un gain de x50 ou de x100 en énergie ou de temps. Et ça, je pense que c'est le cas dans ce moment-là. Parce que si vous faites un truc qui permet que du x10 ou du x5, etc., là, c'est compliqué de commercialiser quelque chose qui donne un gain marginal à la personne, un avantage très faible par rapport à ce qui existe actuellement, quoi. Il faut que le gain il soit massif quand même. Et tu sais pourquoi personne l'a fait avant vous, cette application?
Bah, juste l'idée des gens. Déjà, faut avoir l'idée du truc. Même si voilà, l'idée, ça vaut pas grand-chose, mais déjà, faut avoir l'idée depuis longtemps, de réfléchir comment le faire, explorer toutes les technologies possibles qui permettraient de le faire. Ça prend pas mal de temps et après d'investissement de recherche. Il y a pas mal de recherche aussi indirectement, c'est de la recherche, même si on développe un produit, il y a de la recherche, vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore sues avant. Et du coup, il y a ce facteur et en même temps de découverte et de recherche et de maturation, de réfléchir à comment, ce qu'on veut du produit, ce qu'on veut qu'il fasse et comment on veut qu'il marche bien pour que ça aille, pour qu'il avance. Et du coup, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et la stack technique aussi fait que c'était quasiment impossible avant, quoi. Ok. Donc votre modèle, vous, c'est sous forme d'abonnement pour acheter l'application. Donc si j'ai bien compris, c'est on achète un abonnement, on a donc des crédits et on échange ces crédits contre des photos. Qu'est-ce que de choisir ce modèle à vous pour le vendre plutôt que, je sais pas moi, un modèle de fixe où les gens payent 100 euros une fois et ils scannent illimité, quoi. Ouais, parce que derrière, ça nous coûte de l'argent à chaque fois que quelqu'un prend une photo, quoi. C'est-à-dire que les serveurs, ils tournent, et il y a les serveurs qui tournent, et derrière, on utilise d'autres services externes, plusieurs services externes qui font que à chaque fois, pour une photo, on doit payer de l'argent nous-mêmes pour donner le service final, pour qu'il soit le meilleur possible. Sinon, on pourrait faire un truc un peu nul et qui coûte quasiment rien, et on pourrait faire voilà, un abonnement fixe, mais la qualité serait vraiment horrible, et on pourrait pas servir les gens autant qu'on aimerait bien, quoi. Et là, en fait, d'avoir un espèce de coût variable sur, en fait, on paye à l'usage aux gens, on peut leur offrir une qualité maximale, on peut offrir la maximale de la qualité, là, on pourrait pas autrement, quoi. Ok. Pour entrer dans le fonctionnement concret du biblioscan, donc si j'ai bien compris, tu prends en photo des étagères, il y a une IA qui reconnaît les livres grâce au titre qui est marqué sur la tranche, ça recoupe avec des données de vente et ça donne les meilleurs livres, c'est ça? On est bien d'accord? Ma question c'est euh, enfin quelle est la limite de volume que tu peux faire? Est-ce que tu peux prendre à l'infini des photos ou est-ce que, je sais pas moi, il y a un cap à 100 livres par image? Ouais, non, non, tant que la qualité de la photo est très bonne, qu'on voit bien que ça détecte bien le livre, que voilà, c'est bien, que peut-être que ça doit faire moins de 20 mégas la photo, il y a peut-être juste ça en condition, Mhm. et c'est tout. Mais sinon, il y a pas de condition, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez, les upload, et après vous allez ajouter à direct, il y a pas de limite de livre, etc. C'est juste une limite peut-être juste, je vois pas de limite à part ça, quoi, à part les 20 mégas, non, je vois pas de... Quand tu parles de résultats, justement, c'est-à-dire qu'est-ce que te donne l'application comme information sur un livre? Ça montre la couverture du livre potentiel, ça montre, non c'est le bon livre, mais c'est le livre potentiel on va dire. Ça montre le dos du livre, c'est-à-dire ça spin. En fait, là on voit, c'est-à-dire ça montre ça, ça montre ça, La ça montre tranche? ça. On voit aussi le code barre théorique, on voit le code barre théorique sur l'appli. Et derrière, on voit le prix, c'est-à-dire qu'on voit la valeur du livre, on voit son historique des 5 dernières ventes qui aide comme ça de savoir en un clin d'œil si le truc a de la valeur ou pas. On a aussi le prix éditeur qui aide un peu à machin, à quelques trucs. On a les avis un petit peu, bon ça sert pas à grand chose. On a aussi le prix médian de ces 5 dernières ventes. On a aussi un calendrier où on peut regarder à long terme en fait combien le livre valait il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en ce moment, cette année, et du coup avoir une intuition plus profonde de la valeur du livre, parce que c'est important de voir un peu à court terme est-ce que le livre a de la valeur ou pas, mais c'est aussi intéressant des fois de voir si le livre il a de la valeur depuis combien de temps, parce que des fois il a de la valeur que depuis récemment et du coup ça peut être instable, mais si le livre a de la valeur depuis très longtemps, là c'est intéressant de regarder plus profond, comme ça on est un peu plus sûr soi-même de garder ou pas le livre et d'investir plus ou moins, quoi. Donc voilà. Du coup, l'application qui te donne les prix des livres, tu dis que des fois les prix peuvent être influencés par des événements récents. Tu as des exemples de ça? Bah, la mort d'un artiste, je sais pas, la mort de Johnny Hallyday, la valeur du livre elle monte. C'est comme leur DVD, les CD, etc. Ça monte. Bah, je sais pas s'il y a un conflit au Moyen-Orient et tout, la valeur des livres autour du Moyen-Orient, elle monte. C'est comme ça pour plein de choses, quoi. Si un livre, on parle d'un livre dans un média arbitrairement, voilà, je sais pas. D'un coup, la valeur du livre monte parce que voilà, il y a plus de gens qui le connaissent et après ils parlent entre eux et ils vont être plus amenés à acheter le livre. Plus les livres aussi connexes du même auteur et du même sujet ont une forte demande comme ça. Et après, il y a les algorithmes. Il y a les algorithmes qui poussent indépendamment aussi de la réalité
ils disent ok, ce livre-là a l'air de bien fonctionner, on va encore plus le pousser, et d'un coup, le livre a encore plus de demandes, parce que l'algorithme voit qu'il y a une demande qui est balbutiante, des fois qui n'a pas forcément de raison, et du coup, ça fait que voilà, il y a une espèce de vague comme ça de livres qui sont demandés d'un coup. Des fois c'est explicable et des fois c'est pas explicable. Ok. J'aimerais juste qu'on revienne. Tu m'as déjà dit à quoi ressemblait une journée type, mais vraiment concrètement, j'aimerais que tu dises, tu arrives avec Biblioscan dans un Emmaüs, on va dire. Tu peux nous dire vraiment, essayer de détailler à la limite chaque pas, chaque étape que tu fais à ce moment-là? Ouais, bah déjà premièrement, j'analyse un peu les maïs, je regarde les rayons où est-ce qu'ils sont situés. Du coup, je localise les romans pour justement les éviter en général. Bon, à part s'il y a un peu de science-fiction, je peux faire un peu de science-fiction, mais c'est assez rare. Mais globalement, du coup, j'évite les romans. Je vais vers tous les rayons qui sont intéressants, c'est-à-dire que tout ce qui est sciences humaines en général, Mhm. et tout ce qui est intemporel. Et après, à ce moment-là, bah, je vais prendre en photo souvent en premier l'ésotérisme, qui est souvent le rayon où il y a le plus de choses en ésotérique, tout ce qui est tarot, pierres précieuses, machin, trucs un peu bizarres là-dedans. Je vais vers là, ensuite, je fais tous les rayons histoire, machin, je les prends en photo. Et si j'ai du réseau dans l'endroit, j'envoie les photos d'un biblioscan de l'endroit. Si j'ai pas de réseau dans l'endroit, je vais ressortir après avec ces photos, je vais les uploader dans Biblioscan à l'extérieur, j'attends les résultats et après D'accord. je sélectionne, je fais ma sélection à l'extérieur de l'endroit, voir s'il y a des livres intéressants ou pas, parce que des fois, dedans, il n'y a pas de réseau et du coup, je vais prendre un screenshot où je vais enregistrer bien les livres qui seraient potentiellement intéressants à l'intérieur. Et du coup, l'avantage, c'est que même s'il n'y a pas de réseau à l'endroit, je peux quand même scanner là où un code barre, il peut pas faire. Il peut pas scanner dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Et justement, ça se prend combien de temps, tu dis, de faire tout ça? En général, 15 minutes Ok. pour prendre toutes les photos et envoyer, ça prend 15 minutes. Après, peut-être que quelques minutes pour analyser les résultats, un petit peu plus s'il y en a beaucoup. Mais au global, je pense max 30 minutes, quoi. Max 30 minutes par endroit, quoi. Et en 30 minutes, tu analyses combien de livres au final? Bon, entre 1000 et 10 000, 20 000, quoi. Ça dépend, quoi. Et l'avantage, c'est que juste, c'est pas parce que je fais beaucoup plus de livres scannés que ça me prend beaucoup plus de temps, parce que Biblioscan vous trie quand même bien les livres. Et du coup, vous avez juste à chaque fois à regarder les livres en premier. Et même s'il y a beaucoup de livres, vous avez quand même certains qui remontent. Les autres nuls sont restés Mhm. au fond. Et du coup, vous passez beaucoup moins de temps par livre que à scanner en code barre, parce que vous avez cet effet voilà, le tri se fait pas par vous, se fait par un algorithme. Et après, derrière, vous regardez le tri de l'algorithme, ce qui est vraiment intéressant pour le valider quand même, quoi. Donc, ok pour le volume de livres. Et en termes d'argent, combien de chiffre d'affaires tu te fais justement quand tu passes une demi-heure à analyser des livres dans un Emmaüs comme ça? Au moins 50 euros, au minimum 50 euros. Enfin, c'est très rare que ce soit en dessous, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais ça peut être 200, 300, 400. Mais en moyenne, je dirais, on va être un peu, pas pessimiste, mais un peu objectif. Je pense que c'est 150, 200 en moyenne, je pense, à mon avis. Il y a des périodes hautes et il y a des périodes basses, printemps, etc. Mais en moyenne, c'est ça, quoi. Ok. Si jamais tu devais accompagner un débutant, donc quelqu'un qui n'a jamais été dans une brocante, tu le prends par la main, qu'est-ce que tu lui conseillerais au début d'apprendre le plus important pour que tout de suite il gagne de l'argent à ce livre? Dans les brocantes, ça peut être un peu spécial parce que juste les brocantes, il y a déjà, il y a plein de livres où ça se voit qu'ils sont nuls. Les romans, faut éviter direct. Même si après, si les romans sont bien rangés, comme dans une brocante, on peut éventuellement biblioscanner au cas où. On prend une photo, voilà, de haut s'ils sont bien rangés, comme ça on chope directement s'il y a quelques romans intéressants, ok, on les prend éventuellement. Mais directement les BD on évite. Les BD on évite. On essaie de cibler les trucs qui sont bah, les sujets intéressants, type sciences humaines, histoire, etc. Et on regarde très rapidement, juste comme ça, si, s'il y a des gens qui ont ça. Et faut pas. Si on voit des livres, ça veut pas dire que c'est des livres intéressants. Faut essayer de rapidement avoir l'intuition de ah ok, là je vois un petit peu des livres comme ça qui dépassent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des livres intéressants en dessous. Et après, juste rapidement aller vers les bons endroits parce que la majorité des brocanteurs, dans les petites brocantes, il y a beaucoup de livres qui sont très médiocres. Il faut juste passer devant ces livres nuls et trouver rapidement les livres bons. Après, c'est pas évident quand on n'a pas l'expérience, Mhm. mais juste avoir conscience de quels livres ont de la valeur et quels livres n'ont pas en moyenne, ça aide beaucoup à directement aller très vite sélectionner les bons trucs et bien biblioscanner, quoi.
Ok, si on reste toujours sur un débutant, alors déjà, combien coûte l'application? Combien il doit dépenser pour commencer à pouvoir vendre des livres? Il n'y a pas de limite pour vendre des livres, c'est juste que l'application permet de plus facilement trouver des livres. Par exemple, il y a un abonnement à 19 euros, avec la TVA ça fait 23, qui lui permet de scanner 100 photos. Après, s'il passe à 49, il peut scanner 49 euros, il peut scanner 400 photos. Et après, il y a même pas de. Les crédits ne se périment même pas. Ça veut dire que si quelqu'un s'abonne et après ne s'abonne plus, bah, il garde quand même ses crédits, il n'y a pas de souci, il y a pas d'histoire comme ça. Du coup, moi je dirais que quelqu'un, s'il veut tester, oui, il prend un abonnement à 19 euros, comme ça il voit sur les 100 photos, s'il voit des trucs intéressants, qu'il arrive un peu à acheter, à vendre, et pour voir aussi si son secteur est correct pour les livres. En général, on peut trouver des livres un peu partout, mais il y a quand même des secteurs qui sont un petit peu mieux, pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux. Mais globalement, qui voit un peu s'il arrive déjà à, comme le vélo, faire un petit peu d'achat-revente, qui voit que ça marche un petit peu bien. Après, il peut augmenter son abonnement pour avoir des photos aussi un peu moins chères. C'est augmenter son abonnement, c'est aussi avoir les photos qu'on paye un peu moins cher quand même au final, Ok. ce qui est pas mal quoi. Quel capital de départ tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer? Je pense qu'avec même 100 euros, on peut commencer les livres quoi. Parce que vous achetez des livres entre 1 et 5 euros, que vous pouvez revendre derrière 20, 30, 40. Du coup, au début, c'est surtout un peu plus du temps qu'il faut et un peu et consciencieux sur comment en stratégie on va attaquer les livres, quels endroits on va, et on essaie de voir un petit peu, avoir des petites intuitions sur quoi scanner éventuellement si on n'a pas beaucoup de scans. Mais sinon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent au départ. Si on trouve des très bons livres au départ, on peut monter très très haut très vite avec les livres, quoi, vu que les marges sont énormes, les multiples sont énormes dans les livres. J'allais dire, en combien de temps tu penses qu'on amortit si on met 100 euros en une semaine d'achat de livres? Combien de temps tu penses qu'on revient à notre mise initiale? Je pense en un mois, vu que tu as mis 100 euros, tu as forcément un ou deux, trois livres sûrement qui vont se vendre vachement vite. Et d'autres livres qui sont beaucoup plus en longue traîne qui vont se vendre lentement. Du coup, je pense que tu peux amortir en un mois, même des fois beaucoup plus vite si tu as de la chance, l'abonnement. Et après, si tu restes comme des livres que tu vas vendre petit à petit parce que ils se vendent plus lentement. Mais globalement, ouais, en un mois, t'amortis, je pense assez facilement, quoi. Donc toi, avec Biblioscan, vous ciblez plutôt des débutants ou des pros? Ou peut-être les N'importe deux? qui, je pense les deux. L'avantage des débutants, ils ont un avantage, c'est qu'ils n'ont pas ils ont pas le biais du pro. Le biais du pro qui, dans sa tête, se dit oh, je suis bon, mon œil est bon, et du coup je peux scanner moi-même et avoir l'intuition d'aller vers les bons livres moi-même. Le débutant, il a l'avantage il sait qu'il connaît rien encore, et du coup, au moins, il est ouvert à la technologie, il est plus capable d'utiliser mieux la technologie qu'un pro. Le pro, il va être plus biaisé, il va essayer d'aller les endroits machin, bizarrement, le pro, souvent, il va beaucoup moins comprendre facilement la technologie que le débutant, qui est beaucoup plus naïf. Et la naïveté aide beaucoup à apprendre très vite par rapport à un pro qui a en plus une friction de sentir que son expérience, c'est comme si ça dévaluait son expérience de sentir que la technologie le dépasse, quoi. Du coup, moi je conseillerais, je pense qu'un débutant, c'est plus facile pour lui d'utiliser BBScan qu'un pro des fois, quoi. Entendu. Justement, qui pourrait ne pas être votre cible justement? Est-ce qu'il y a des gens où vous dites vous aimeriez pas qu'ils vous achètent l'application pour X ou Y raison, ou des gens où vous leur dites non mais vous ça sert à rien que vous l'achetiez? Bonne question, je me la suis jamais posée. Euh, bah, non, je pense qu'à peu près tout le monde peut l'utiliser. Après, faut regarder si autour de vous, vous avez des livres et tout ou pas, un petit peu. Que vous ayez un Emmaüs, une ressourcerie, ce serait bien quand même. Une Emmaüs, une ressourcerie pas trop loin ou un bouquiniste. Que vous puissiez aller scanner de temps en temps sans que ça vous fasse de longs kilomètres à faire en voiture ou en transport. C'est quand même important, je pense, de sentir qu'on a une source à côté qu'on peut aller voir de temps en temps. Même si moi, je vais souvent à droite à gauche très très loin. Mais c'est quand même agréable de revenir souvent au même endroit et de sentir qu'on a quand même quelques livres qui sont assez faciles de récupérer. Et comme ça, on peut rentabiliser son abonnement sans à y passer ses week-ends, quoi. Moi, j'ai envie que les gens utilisent Biblioscan comme si, genre, je sais pas, ils sortent dans la rue comme ça, ils ont oublié même que Biblioscan existait, ils sortaient pour le plaisir, et d'un coup, ils vont dans un endroit, ils utilisent Biblioscan, et là, ils font de l'argent en plus d'être sortis, quoi. Plutôt que juste, ils sortent seulement pour Biblioscan. Moi, je le fais aussi, mais c'est aussi ça que j'aimerais bien, quoi. Justement, j'allais te poser la question. Toi, tu vis l'achat-revente de livres, tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en moyenne.
Biblioscan, ça s'adresse à des gens qui veulent faire comme toi ou plutôt à des gens qui veulent avoir de l'argent de poche, peut-être des étudiants qui veulent gagner de l'argent sur les week-ends? Les deux, hein, les deux. Ceux qui veulent vraiment se professionnaliser à mort et faire de l'achat-revente de leur vie, ils peuvent l'utiliser. Et ceux qui veulent faire un petit peu d'argent de poche, un petit peu d'argent de côté, peuvent l'utiliser aussi. De toute façon, les abonnements, il y a plusieurs niveaux d'abonnement qui permettent ça. Et globalement, juste, il y a des avantages aux deux. C'est quand vous êtes très pro, vous voyez les patterns et vous voyez rapidement en fait comment facilement trouver des livres plus rapidement et comment bien optimiser. Mais l'avantage de quand vous êtes débutant, c'est que oui, vous y allez sans stress, un peu sans stress, et aussi vous allez au truc à côté de chez vous, parce que souvent le plus rentable, c'est l'endroit à côté de chez soi, parce que juste on n'a pas à faire beaucoup de kilomètres, et juste la proximité aide à ce que ça soit rentable. Et du coup, juste l'avantage du débutant, c'est que souvent il est plus proche que certains pros, quoi. Juste le fait qu'on habite des fois arbitrairement un endroit aide à faire de l'argent. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans les débutants, c'est que même sans avoir à passer leur journée, leur week-end à faire de l'argent, ils peuvent se faire de l'argent juste parce que là, l'endroit se renouvelle à côté d'eux, et ils le font de temps en temps, et c'est rentable pour eux, quoi. Vous avez combien de clients, enfin, d'utilisateurs actuellement sur Biblioscan? Ça, je le dis pas ça. Ok, entendu. Vous avez des retours de clients quand même déjà? Bah oui, oui, il y en a beaucoup. À chaque fois sur le Discord, ils nous montrent, les gens montrent leurs ventes, montrent leurs gros achats qu'ils ont fait récemment, et ils présentent, ils posent aussi leurs questions, s'il y a des questions, s'il y a aussi des choses drôles à montrer. Des fois, il y a toujours des choses un petit peu drôles à montrer dans l'achat-revente, ou C'est-à-dire? des acheteurs qui sont un peu, voilà, qui posent des petites questions un peu sympathiques ou un peu cringe. Ça peut arriver aussi. Euh, oui, il y a un peu de tout ça, quoi. Sur le Discord, ouais, le Discord est très actif. Faut regarder ça. Et même si on comprend pas Biblioscan et on comprend pas à quoi ça sert et comment l'utiliser, on peut facilement rentrer là-dedans en demandant des questions, surtout au début aux gens. Quel livre j'achète, à quel prix, etc. Les gens peuvent beaucoup vous aider au début, quoi. Je vais te poser des questions un petit peu maintenant de l'ordre de la friction, voire du débat. Euh, des commentaires qui reviennent souvent dans les vidéos que tu partages, c'est des gens qui disent que tu tues le business, que tu rends la culture plus chère notamment, et en fait que tu achètes juste dans un but de revente, en dépit du capital culturel du produit que tu vends. Comment tu réponds à ces gens-là? Bah, juste, moi, je fluidifie souvent le marché. Un livre, il est des fois perdu dans un rayon, personne ne sait qu'il est là depuis des années. Et juste le fait que moi, j'arrive et que je viens pour l'acheter et le revendre, des fois, je le remets en circulation, là où des fois, il serait peut-être parti à la poubelle, ou juste il aurait été oublié pendant 10 ans, il serait resté il aurait pris la poussière, etc. pendant 10 ans. Alors que là, des fois, il est valorisé parce qu'il est déplacé d'un endroit à un autre. Quelqu'un l'achète plus cher que là où il était à un autre endroit. Et le truc se trouve en meilleur état. Je sais pas, c'est comme si vous avez une carte Pokémon au fond d'un vieux tiroir usé, ou une carte Pokémon bien, bien protégée dans un endroit, qu'on sait qu'elle est là, qu'elle est protégée dans des bonnes conditions d'humidité, etc. Il y a aussi le fait de la conservation d'un objet se fait aussi par la connaissance qu'on a de la valeur d'objet aussi. Du coup, souvent, quand quelqu'un achète un livre cher, il le préserve mieux que quelqu'un qui le néglige et qui ne savait même pas que le livre a de la valeur, quoi. Ok. Je t'ai déjà posé la question, mais tu n'as pas peur de créer ta concurrence, du coup, par cette application, vu que toi tu en vis, même si en effet tu peux pas aller, si tu es à Paris, tu peux pas aller à Montpellier pour acheter des livres, il y a quand même des Parisiens, en tout cas des gens qui habitent proche de chez toi, qui vont se munir d'applications et peut-être aller scanner des livres que toi tu aurais pu acheter le lendemain. Enfin, comment tu maîtrises ce risque-là? Non, mais c'est possible, c'est possible. Après, c'est juste le jeu, c'est le jeu, je me mets dans ce jeu-là, c'est comme ça, je le prends. Et il y a une abondance de livres quand même. J'ai juste, ok, l'application elle est créée depuis 2 ans. Même sur Internet, les gens ils peuvent toujours faire de l'achat-à-vente et il y a quand même une abondance partout de livres. Ça n'a pas l'air de diminuer parce que déjà, de un, les gens achètent beaucoup plus d'occasions qu'avant. Parce que déjà, ils veulent payer moins cher ou trouver des livres qui ne sont pas forcément en librairie physique, ce qui arrive très souvent. Et du Mhm. coup, globalement, ils veulent obtenir certains livres qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Et le marché est en bon état. Il n'est pas parfait, mais il est en bon état. Et quand il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de place. Même si quelqu'un vient avant moi à Biblioscan d'un endroit, si je passe un jour ou 2 jours après, il y a des livres qui viennent d'apparaître à l'endroit. Parce que voilà, il y a eu un réassort de stock. Et du coup, à ce moment-là, le rayon est un peu différent. Peut-être que la personne avant a pris des livres que j'aurais aimé moi.
Mais je prends aussi des livres que la personne a ratés parce qu'elle n'était pas là au bon endroit au bon moment, quoi. Toujours à propos de ton activité, comment réagissent soit tes proches, soit les gens qui ne te connaissent pas, quand tu leur dis que ton métier c'est de vendre des livres d'occasion? Bah, juste, ils disent qu'ils connaissent pas de gens qui font ça. Enfin, juste, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, oui. Et voilà, quoi, ça les étonne un peu. Ils ont des questions de comment ça marche un peu et tout. Mais c'est tout. Après, c'est sûr que c'est pas une profession statutaire en mode de juste, c'est juste un business d'achat-revente. C'est pas un truc où on a du statut social parce que voilà, quoi, parce que les gens, ils sont pas capables de vous qualifier, ils connaissent pas à quel point c'est puissant. Mais si c'est bien fait, en tout cas, il y a de l'argent derrière, et voilà, quoi. Juste, je me préoccupe pas de ça, quoi. T'as jamais eu de conflit, par exemple, que ce soit autour de tes proches ou même autour de gens avec qui tu travailles dans le milieu? Jamais? De conflit sur quoi? Je sais pas, par exemple, des libraires ou des bouquinistes qui te sortent du magasin parce qu'ils comprennent que tu fais de l'achat-revente et qui ne sont pas d'accord avec ton modèle. Non, la plupart, ils le voient pas, la plupart. Tu restes C'est- discret, du coup, par rapport à Oui, ça? bah oui, je reste discret, et souvent, ça se voit pas, ils sont globalement contents que je leur achète beaucoup de livres. Parce que quelqu'un qui fait de l'achat-revente achète beaucoup plus de livres qu'un client normal, habituel. Du coup, globalement, enfin, ça leur permet de sortir des livres qui des fois sont restés là longtemps, ou juste, il n'y a pas les clients qui sont là et tout pour l'avoir. Et ça arrive très souvent, quoi. Le marché n'est pas si liquide que ça, parce que juste tout le monde n'est pas omniscient. Du coup, le fait que le marché ne soit pas liquide, ça aide quand même à ce que l'achat-revente soit quand même assez bien vu. Les bouquinistes eux-mêmes font de l'achat-revente aux autres bouquinistes, par exemple. Quand tu es dans les bouquineries, dans les librairies d'occasion, tu as déjà rencontré d'autres chineurs qui peut-être faisaient la guerre, entre guillemets, avec toi pour essayer de trouver les meilleurs livres? Ouais, pas la guerre, mais juste ils scannent à côté de vous, ils scannent pas loin de vous parce qu'ils vous voient d'un coup, ils sont en mode, ah, j'ai pas envie qu'ils récupèrent des livres avant moi, ça peut arriver. Ils le disent, ça se dit pas ouvertement, mais juste ça se sent, c'est juste le jeu, quoi. Juste, c'est comme un lion dans la savane, il y a un autre lion qui veut la même brebis, et voilà, quoi, genre, je sais pas. Des gens sont déjà venus te voir en te demandant ce que tu faisais ou Ouais, mais c'est quand même assez rare, ouais. Ça arrive, mais c'est rare, la plupart des gens s'en fichent, ils voient pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Les gens regardent comme assez peu autour d'eux quand ils cherchent des objets ou des livres. Je dis ça parce que j'ai eu par exemple, beaucoup de personnes qui m'ont demandé si il y avait des techniques pour se faire bien voir quand on est en train de scanner, parce qu'ils ont toujours, tu sais, quand tu commences, moi aussi, hein, quand j'ai commencé, j'ai l'impression que tout le monde me regardait, j'avais presque un peu honte en fait de scanner les livres, quoi. Ouais, bah faut faire juste comme si on était un lecteur normal qui cherche des livres, quoi. Donc oui, si en fait vous restez sur votre téléphone tout le temps et que vous êtes là comme ça, être comme ça tout le temps, oui, c'est sûr que la personne va se poser des questions, quoi. Mais si vous faites un peu lecteur, vous êtes un peu sur votre téléphone et d'un coup aussi vous touchez un peu le livre, vous le regardez, vous en voyez un qui vous intéresse. Après moi, il y a vraiment des livres qui m'intéressent, des fois du coup j'ai l'air vraiment lecteur, pas longtemps, mais j'ai l'air un peu lecteur. Du coup, faut juste avoir l'air un peu un profil hybride où les... Si les gens... Des fois, la personne elle va pas vous comprendre sur le moment, mais si elle voit que vous faites une action comme ouvrir un livre et le regarder comme ça, machin, elle va pas se poser tant que ça plus de questions, elle va faire bah c'est juste un mec qui va acheter un livre et voilà, quoi. Juste il y a des fois ce moment où oui, la personne, l'acheteur, enfin le bouquiniste ou la personne en question, elle va se poser la question sur vos intentions, pourquoi vous êtes là. Aussi, ils ont peur des voleurs aussi. Ils ont peur des voleurs, c'est pour ça en fait qu'ils regardent surtout les gens. Ils regardent pas par rapport à ce que vous faites sur votre téléphone en général, c'est surtout par rapport à est-ce que la personne vole ou elle vole pas. Du coup, il faut montrer que vous n'êtes pas un voleur. Après, c'est juste dans l'attitude en général que ça se montre, quoi. Il n'y a pas une technique magique, mais c'est plus l'attitude en général. Faut essayer d'être normal. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il faut essayer d'être Hmm. normal, quoi. Vous n'êtes pas responsable du comportement des gens, bien sûr, mais vous n'avez pas peur qu'en développant l'application qui permet à tout le monde de trouver les meilleurs livres, vous allez attirer des foules de gens qui viennent dans les librairies que par intérêt cupide et qui peut-être ne respecteront pas le lieu. En gros, vous n'avez pas peur d'avoir des usages abusifs de ce modèle-là? C'est possible. Après, juste, c'est quand même. Si la personne, elle a un usage abusif, ça va se voir et après, elle va être virée de l'endroit très vite, quoi. Juste, il y a une question d'élégance et de bien faire et c'est tout. S'il y a une sélection qui va se faire comme ça, si les gens ils abusent, Mhm. moi je me fais pas trop peur pour ça, quoi. Je voudrais me passer maintenant à des questions un peu plus, on va dire, sur toi, on va dire plus large sur la vision entrepreneuriale. Donc toi, tu disais que tu as commencé il y a 10 ans, mais dès ta première année, tu as réussi à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. On va dire, au-delà des livres, etc.,
quelles ont été, toi, tes capacités, enfin tes caractéristiques mentales qui t'ont permis d'avoir des bons chiffres, alors que, en général, on sait que dans l'entrepreneuriat, les gens font au début ce qu'on appelle le traçage du désert. Ils passent des années à perdre de l'argent, à tester des choses, sans rien faire. Toi, en à peine 6 mois, tu gagnais 10 000 € par mois. Ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que j'avais l'avantage d'avoir joué à des jeux vidéo de gestion. Et du coup, dans ces jeux vidéo de gestion, en fait, des fois, on apprend déjà à faire un peu de l'entrepreneuriat. Bon, après, il faut que ce soit vraiment des jeux de gestion très complexes, enfin assez complexes pour que ça se généralise dans la vie. Juste, des fois, Mhm. quand vous faites de l'achat-revente dans un jeu vidéo et vous comprenez déjà des systèmes ou des mécaniques dans dans certains jeux vidéo, après, vous pouvez les reproduire dans la vie et du coup, vous pouvez plus facilement voir le pattern qu'il y a dans la vie. Et moi, du coup, rapidement, en fait, j'avais déjà cette grosse expérience de jeux vidéo comme ça, d'achat-revente. Et du coup, je l'ai appliqué dans la vie et du coup, je savais déjà les bonnes pratiques, ou en général les bonnes pratiques qui font que on trouve les bons produits qui se vendent très bien et pas les produits qui se vendent un peu de manière médiocre ou médiane. Et aussi de savoir à quel point les marges sont importantes. Parce que aussi dans l'achat-revente ou le business en général, il faut bien comprendre que on ne veut pas faire un petit peu de marge. On peut faire des grosses marges parce que des fois, on peut faire des erreurs soi-même en mal jugeant quelque chose. Du coup, il faut être très large. Faut être très large dans sa propre gestion. Il faut avoir une marge, une grosse marge de sécurité. C'est comme en finance, margin safety. Vous voulez pas acheter un actif qui est un petit peu rentable ou potentiellement, vous voulez un truc où vous dire, ah bah même si le truc était 2 fois plus cher, je serais quand même pas capable de l'acheter tellement le potentiel est énorme derrière, quoi. Si on revient maintenant sur Biblioscan, que tu as créé il y a, ce que je comprends, 2-3 ans, en tout cas, ça fait 2 ans qu'il y a un prototype qui marche. Maintenant, quelle est la suite? Quel est le projet principal que vous portez avec l'équipe? Bah, il y a plusieurs plusieurs possibilités qui viennent. Soit continuer Biblioscan absolument dans le même mode de permettre aux gens et aux librairies éventuellement aussi de faire de l'inventaire, de faire de l'achat-revente facilement, de voir les livres où est-ce qu'ils sont à certains endroits. Comme ça, utiliser Biblioscan surtout comme ça. Soit sinon, il y a la possibilité aussi d'utiliser Biblioscan le transformer Biblioscan en mode marketplace et de permettre aux gens directement dans Biblioscan de faire de l'achat-revente directement. Imaginons, tu vois, s'ils sont dans un Emmaüs, directement, ils prennent en photo dans l'Emmaüs, ils envoient dans Biblioscan et d'un coup, ils ont des offres directement de gens qui seraient capables de leur acheter, Hmm. peut-être pas au même niveau qu'Amazon ou en ligne actuellement, mais je sais pas si un livre il vaut 20 et que d'un coup, quelqu'un vous propose 15, mais tout de suite, il dit, là, celui-là, je te l'achète tout de suite, là, tu l'as en rayon, toi, tu es capable de l'acheter 3 ou D'accord. 5, mais que tu le vends direct, toi, tu te sens bien quand même de te dire, ah bah là, j'ai fait 10 euros, mais en 10 secondes, quoi. En Donc, 10 secondes, ça serait, je trouve, un bel objectif, si ça peut marcher. Mais ça, il faut développer une plateforme comme ça, Marketplace, intégrée avec Biblioscan, qui serait possible, mais qui serait pas mal de boulot. Et c'est les idées que j'ai, potentielles, c'est pas sûr qu'on le fasse, mais c'est ce que j'aimerais bien, peut-être à un moment, quoi. d'accord, donc une mise en relation des vendeurs qui iraient en fait, par intermédiaire bien sûr, mais il y aurait des acheteurs qui commanderaient des livres et les vendeurs du coup iraient dans ces librairies et trouveraient ces livres-là. Donc ok, ok, intéressant. Éventuellement. C'est pas sûr, mais je pense qu'il y a moyen comme ça, de fluidifier le marché. Et je pense que grâce à Biblioscan, on peut avoir une grosse offre, vu que les gens ils prennent en photo, ou toi, t'as vu, non, tu vois, tu prends 10 000 photos, bah, t'as peut-être genre une centaine de livres qui sont quand même recherchés par les gens, même s'ils sont pas forcément très rentables, mais un petit peu rentables si tu les achetais. Mhm. Si toi, je sais pas, tu le vois 2 euros, il y a un mec qui est prêt à te proposer 6 et plus les frais de port derrière, ça peut être intéressant. Toi, si tu peux en vendre comme ça beaucoup d'un coup, à chaque fois, ça peut être cool, quoi. Juste la masse aussi, la masse et la quantité, ça aide beaucoup à rentabiliser quelque chose des fois, quoi. Si la vitesse. Je vais parler maintenant des finances de l'application. Est-ce que tu te sens à l'aise avec nous partager combien rapporte l'application pour l'instant, si même déjà elle est rentable par rapport au marché actuel? Oui, il est rentable. Après, je parle pas de ça. À peu près ça, ok. Il y a assez comment dire, de croissance en vue pour que l'application se suffise à elle-même, ou est-ce que tu vas chercher des fonds à côté pour continuer On à peut la faire faire les deux. On peut être en bootstrapping absolu et juste chercher des fonds, c'est possible. Parce qu'il y a un boom, il y a un boom de l'IA et une boom quand même de la recherche de solutions concrètes, dans le monde physique. Et là, on a une IA quand même qui a une solution concrète dans le monde physique d'un problème. Et elle peut aider à beaucoup. Elle peut s'améliorer encore beaucoup. On peut vraiment apporter beaucoup de valeur à beaucoup de gens, que ce soit dans les librairies, les bouquinistes, même les bibliothèques qui ont besoin de gérer des grandes quantités de livres.
et qui n'ont pas forcément les moyens techniques de retrouver tous les livres facilement. Là, on a plein de moyens comme ça, on pourrait les aider moins à faire une bonne numérisation de leur stock permanente, plus tout le temps. Et du coup, ça pourrait vraiment bien marcher à plein de niveaux, quoi. Quel est l'objectif de l'application dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Alors, tu explorais peut-être des pistes de diversification, par exemple pour des marketplaces, mais au sein de l'équipe, vous avez vraiment des objectifs à atteindre que vous avez pu mettre sur papier? Bah, là, on a les États-Unis qu'on va toucher là récemment, parce qu'on n'avait pas encore les moyens via des réseaux sociaux de les toucher. Mais là, c'est en train de se faire. Du coup, l'objectif principal, c'est de faire les États-Unis, qui est le plus gros marché quand même, le plus gros marché, même si le marché européen est bon, mais les États-Unis plus le Royaume-Uni sont importants à toucher. Et c'est le plus gros à toucher. C'est bien optimisé pour faire kiffer les Américains, pour leur permettre de gagner encore plus d'argent que ce qu'ils gagnent. Enfin, pour ceux qui font déjà de l'achat-revente de livres là-bas. Et je pense que c'est possible via Biblioscan. Il y a encore quelques trucs techniques à améliorer qui aideraient beaucoup à ce que ça soit plus ergonomique pour les clients. Mais voilà, on n'a pas des objectifs très, très statués dans des textes, etc. Mais on sait vers où on doit aller. C'est juste taper les États-Unis, faire beaucoup de clients grâce à ça. Et ça aidera beaucoup à ce que ça se développe après naturellement, parce que les États-Unis, c'est un marché énorme. Si on les tape, en plus, indirectement, tu as le contenu anglais, quand même. Quand on tape bien du contenu anglais, ça se répercute sur beaucoup de pays, quoi. Parce que même moi, j'ai appris à faire de l'achat-revente de livres en écoutant du contenu américain, quoi. Tu connais la taille justement du marché américain par rapport au marché français et européen en général? Ouais, bah c'est 300 millions de personnes. Moi, l'Europe, c'est aussi à peu près 300 millions de personnes. Mais juste, il y a une plus grande concentration d'argent là-bas. Les gens sont beaucoup plus prêts à payer pour tout et n'importe quoi, même s'il faut que la qualité soit élevée parce que la concurrence ici est rude. Mais globalement, le marché américain, dans l'achat-revente de livres d'occasion, c'est un truc énorme, quoi. Chaque livre là-bas sur Amazon a genre 10 offres à billets quasiment, quoi. Alors qu'en France, il y a peut-être une ou deux ou trois max, max, genre 10 max. Du coup, il y a vraiment un développement plus avancé de l'achat-revente des livres d'occasion aux US. Et du coup, ça aide pas mal, quoi, à ça, quoi. En ce moment, le marché de l'occasion est en pleine croissance. On est croissance à 2 chiffres chaque année en France Mm. par rapport au neuf. Donc vous, vous positionnez justement dans cette vague-là ou est-ce que c'est une coïncidence en C'est fait? une coïncidence. Après, tant mieux si c'est le cas, quoi. Tant mieux si c'est le cas, mais juste, c'est une coïncidence. On l'a pas prévu, mais globalement, oui. Vu que les prix des livres neufs font que augmenter et que le pouvoir d'achat des gens stagne ou baisse, bah, du coup, naturellement, ils se tournent vers le livre d'occasion pour continuer à lire des livres qui les intéressent, quoi. Et vous comptez à moyen ou long terme de vous orienter vers d'autres produits sur Biblioscan ou vous restez uniquement dans votre domaine d'expertise que sont les livres? Bah, on pourrait faire les DVD, la musique, les jeux vidéo aussi, mais faut voir si on a envie de le faire, que ça nous disperse pas trop. Mais c'est le genre de choses qui est possible. Et c'est un arbitrage qu'on doit faire entre complexité versus simplicité. Est-ce qu'on veut vraiment. Comment on veut se développer? Est-ce qu'on veut se développer en vertical ou en horizontal? Enfin, plutôt horizontal et vertical. Et juste, c'est des choix à faire de croissance, quoi. L'achat-revente de livres, c'est possible de se lancer en 2026? Bah oui, totalement, ouais. C'est le meilleur moment parce qu'il y a Biblioscan, sinon ça serait difficile. Moi, je pense que c'est très facile pour un débutant de commencer en utilisant Biblioscan. C'est beaucoup plus dur, oui, s'il n'utilise pas d'outils, parce que là quand même, il y a quand même beaucoup de livres qui n'ont pas de valeur, mais quelques-uns qui ont beaucoup de valeur. Du coup, il faut quand même des outils pour bien target les bons livres, quoi. Sinon, c'est compliqué. Mais avec l'outil, ouais, c'est très possible, c'est très facile. Et sans outils, par contre, c'est infernal. Par contre, je suis désolé, mais c'est infernal. J'ai 50 euros en poche, là, je dois acheter un cadeau pour mon frère. C'est possible que je transforme mes 50 euros en 100 euros en 2 semaines grâce à l'achat-revente de livres? Bah, ça veut dire que déjà, imaginons, tu dois prendre un abonnement Biblioscan à 19, du coup 23, du coup il te reste 27, imaginons il te reste 27. Faut que tu trouves des livres entre 3 et 5 euros. Mais disons que bon, on va simplifier que ça livre à 5 euros, il faut que tu trouves 5 et que tu revendes au moins chacun 20 euros. Dans l'idéal, il faudrait que tu trouves des livres à 40, au moins un livre à 40, et comme ça tu serais large. C'est commun de trouver ce genre de livres? Ça arrive, ouais, ça arrive assez souvent, quoi. Surtout au printemps, là, en ce moment, ça arrive souvent. Après, plus on se rapproche de Noël, et plus ça arrive aussi beaucoup, parce que justement, la valeur des livres se monte quand on se rapproche de Noël, parce que
Bon, il y a beaucoup plus de demandes à Noël pour tous les types de livres. Et du coup, c'est possible, ouais, c'est possible. Par contre, faut bien trouver des livres qui se vendent vite, quoi. Faut des livres qui se vendent très vite, sinon tu vas rester avec des stocks qui vont peut-être rester un petit moment avant que tu les vendes. Mais là, ouais, si tu veux multiplier ton argent de 50 à 100, c'est possible, c'est possible en moins d'un mois, mais juste, Mhm. faut bien penser à prendre des livres qui se vendent vite ou qui se vendent très cher et que tu coupes les prix. Par exemple, t'imagines, tu trouves un livre qui vaut 200 euros mais qui se vend lentement, bah tu coupes le prix, tu mets à 100 euros, je sais pas, tu l'as acheté 5-10 max, et là tu vas le vendre comme bien plus vite parce que tu coupes un peu le marché, quoi. Mais globalement, ouais, c'est possible si tu as pas mal de chance. Si tu as ou de la chance ou tu es très sérieux sur ton temps que tu investis et que tu cibles les bons livres. L'achat-revente de livres en 2026, c'est un business qui est sous-coté selon toi? De livres, oui, oui, bah oui, on entend souvent des livres, des achats-revente de vêtements, achats-revente d'autres choses ou dropshipping, etc. C'est sûr que l'achat-revente de livres, c'est pas un truc qu'on entend tous les matins, quoi. Mais oui, oui, il y a des gens qui lisent, il y a peut-être moins de gens qui lisent qu'avant, mais il y a quand même une forte partie, par exemple, des boomers qui lisent pas mal, qui ont pas mal d'argent et qui mettent pas mal d'argent dans les livres. Et du coup, ça fait qu'on a une forte demande par rapport à l'offre, ou même l'offre des livres descend pas mal parce que beaucoup de bouquinistes partent à la retraite, ont moins d'énergie qu'avant et du coup leur activité a ralenti parce que naturellement, en fait, juste l'âge fait que ils vont un peu moins vite et du coup ils sont moins aussi forts qu'avant en tant qu'acheteurs-vendeurs de livres. Et du coup, naturellement, en fait, il y a un espace qui s'est créé, en tout cas dans l'achat-revente de livres, à cause de tous ces facteurs, quoi. Cette calcification du secteur fait que la jeunesse, avec les bons outils, peut faire quand même pas mal d'argent dans ce secteur-là, quoi. Quel est le plus gros mythe selon toi dans l'achat-revente de livres, s'il y en a un? Je vois pas quel mythe il y aurait, parce que j'ai pas conscience de certains mythes. Euh, Il y a un mythe, par exemple, que les livres se vendent pas. C'est faux, en fait. Oui, il y a beaucoup de livres qui se vendent pas, mais c'est pas dire que tous les livres se vendent pas. C'est juste que dans les livres, il y a une loi de puissance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une toute petite partie des livres qui se vendent très bien et très cher, et c'est ces livres-là qu'il faut trouver. C'est comme dans les voitures. Je sais pas, une Ferrari, ça vaut pas une Renault, ça vaut pas une Clio, ça vaut pas une autre marque. Enfin, c'est juste, les choses ne se valent pas entre elles, et il y a des choses qui se vendent très bien, très cher, et très vite, et juste, il faut les target, il faut essayer de les trouver absolument. Et juste, si on cible bien comme un sniper ces livres-là, on fait pas mal d'argent, ouais. Je vais arriver à la fin de mes questions. En une phrase, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Dans l'achat-revente en général ou dans l'achat-revente de livres? De livres en particulier. Dans l'achat-revente de livres, bah, essayez de trouver des livres quand même pas trop chers, mais ne soyez pas non plus obsédé par le coût des livres. Parce que des fois, aller dans un endroit où les livres sont à 10-15 euros, ça fait aussi que il y a beaucoup d'autres personnes d'acheteurs-revendeurs qui osent pas y aller parce qu'ils sont pas prêts à payer 10-15 euros un livre qu'ils pourraient vendre 50, 100, 50, 100 euros, quoi. Alors que ça arrive très souvent. On peut très souvent trouver un livre à 10-15 euros qui se vend 60, 75, 100 euros. Et du coup, il y a ce truc-là. En général, il faut quand même que le livre soit pas très cher par rapport au prix de revente. Mais du coup, bien penser, toujours bien penser entre le prix d'achat et le prix de revente, et aussi la vitesse de vente, la fréquence de vente, à quel point le livre se vend souvent et vite. C'est ces deux facteurs-là qui sont plus importants. Le reste, c'est assez anecdotique. L'état est important, mais pas trop. Et aussi, faut pas trop être obsédé par le fait de créer une belle annonce, etc. Le plus important, c'est le livre avec le bon marché et on est bon, quoi. Ok, Biblioscan, on peut le trouver où, cette application? On peut le trouver sur biblioscan.ai, qui est en mode juste, vous l'avez en mode navigateur, vous uploadez vos photos sur le navigateur et après ça vous montre les meilleurs livres. Et très bientôt, on devrait sortir l'app. Peut-être que quand l'interview sera sortie, l'app sera déjà sortie. Mais du coup, en appli sur l'App Store, Google Store. Et voilà, quoi. Plus aussi sur navigateur, sur PC aussi. Merci Léo, quelque chose Merci à à toi. rajouter pour finir? Non, je pense qu'on a fait le tour. Abonnez-vous à Biblioscan. Si vous avez un doute, vous avez des questions, vous allez sur Discord. Vous posez votre question sur le Discord ou en message privé sur TikTok ou Instagram et on vous répond rapidement. N'hésitez pas à poser vos questions et si vous avez besoin d'être rassuré sur quelque chose, de poser la question. Moi, je suis disponible tout le temps, quoi. Parfait.